Take-off, press 7, 80 knots. Ça prend pas de temps longtemps devant votre point, il y a 0 de gauche et attendez. Eh bien, bonsoir, monteur est à l'eau par la temps à France, en besoin. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route share flight already 401 to London Heathrow. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Comment allez-vous? Bienvenue, les amis, dans la zone aéro en ce mercredi soir 20h35. On a 5 petites minutes de retard, à peine. Mais c'est pas grave, puisque je vois que certains meilleurs sont déjà connectés dans le chat. Et on vous remercie d'être présents comme d'habitude. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat, comme ça on va pouvoir vous saluer dans quelques minutes. Et merci bien pour le retour son et vidéo, visiblement. L'investissement fonctionne, puisque on a beau son et belle image. En tout cas, on espère que ça vous va. Il est là, il va apparaître dans un instant, de ce côté-là, par ici. Hop, c'est Nico. Salut mon petit Nico, comment est-ce que ça va ce soir, en ce mercredi? Ben ça va bien, ça va très très bien. Et toi? Eh ben écoute, comme un mercredi, on va dire. C'est 8 mai, hein? Alors c'est le 8 mai, exactement. 8 mai, et le 8 mai... la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, Oui, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Récent d'ailleurs. Oui. Je tiens à remercier aussi toutes celles et ceux, j'ai vu des gens de la communauté du BIPS qui sont là, on a posté l'alerte sur son serveur Discord. Je tiens à remercier une partie des gens qui ont suivi le live avec Helmut, pilote de Rafale Marine, la semaine dernière. Excellent live. Et on a eu de super retours positifs, donc on vous remercie bien évidemment d'avoir participé nombreux et nombreux, d'avoir pris des abonnements pour voir le replay. C'est venu cette semaine, donc merci à vous. On est ravis de partager tout ça avec vous et de faire grandir la communauté de l'aviation sur Twitch. Et voilà. Bien. Bah écoute, Nico, quelque chose de spécifique à rajouter ou tout est ok, on dépose le plan de vol? Non, dépose le plan de vol. Ok. Attends, on va les amis préembarquer. Ah ouais, donc ça c'est Alicia. Oui, j'ai pas salué et j'ai pas parlé des derniers followers. On va le faire tout de suite. Donc merci Fingergold04. Bonjour. J'ai vu Free Flight, j'ai vu l'équipe de modération, j'ai vu Julot qui est là aussi. Un coup de chapeau à l'équipe de modération qui chaque semaine œuvre, et notamment Julot, pour mettre à dispo tout plein de choses pour que l'émission fonctionne. Merci à toute l'équipe, évidemment. Bienvenue aux derniers followers. Il y en a une dizaine qui sont arrivés d'hier. Je pense à prof de solfège, Mayu Gaming, Page Not Found de 7659, Doualine 7, Tefraz, Morgoth 1324, Ishbel, Fatkeuf 13, Grenat 81, Leave Me Alone, le troll du donjon, Pomme de terre 57, Chronambule, ça c'est un shootout qui a été fait sur l'excellente chaîne de Pomme, la ronde des sorts, Aurel Fräulein, Delrem, Rakam le bot de chez la communauté La Capitainerie, Cyril 94 Simu, Nicolas 571003, etc. Donc pas mal de gens qui sont arrivés. Et c'est cool. Je vous rappelle que pour soutenir la chaîne, vous avez différents moyens pour le faire. Comme je dis au chaque début d'émission, c'est grâce à vous et c'est grâce à votre soutien qu'on arrive à produire ce genre de choses. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez prendre un sub pour le prix de 2 cafés pour le mois. Ça se passe en dessous. Vous cliquez sur sub et vous suivez la procédure. Si vous êtes abonné Amazon Prime, la petite procédure comme d'habitude. Elle est où? Elle est là, tac, je vous l'affiche dans le chat, et c'est gratuit pour vous, donc n'hésitez pas à le faire, nous ça nous aide et vous ça vous coûte rien. Et puis si vous ne voulez pas de publicité, vous prenez votre sub, vous n'avez pas de pub, sinon il y a 1 minute je crois par demi-heure imposée par Twitch, donc voilà, si vous voulez pas de pub, n'hésitez pas à le faire, et en plus vous pourrez profiter des replays pendant 30 jours en exclu sur la chaîne Twitch. Voilà, le podcast, et ben voilà, ça commence. Qui est-ce qui arrive? Steve5485. Bienvenue Steve. Merci d'avoir déclenché le petit réacteur ici, là, de followers. Et si vous prenez un sub, ça déclenche la manchère qui est là. Donc n'hésitez pas. Le podcast, oui, le podcast évolue beaucoup. Le podcast de la zone aéro, disponible sur toutes les bonnes plateformes. L'émission de ce soir qu'on retrouvera. N'hésitez pas à vous abonner. Julot va mettre le lien
dans le chat à plusieurs reprises pendant l'émission. Il nous faut des abonnés aussi sur le podcast pour nous soutenir. Il y aura un post qui va être fait aussi dans les jours qui viennent. Donc rejoignez-nous aussi sur le podcast de la zone. Et enfin, lancement de la zone aéro gaming cette semaine. On a testé un petit jeu qui s'appelle Airport CEO. Il nous reste quelques petites parties à faire. C'est aussi un autre contenu qu'on vous propose dans la zone aéro comme d'habitude. Voilà, ça y est, j'ai fini. On dépose le plan de vol de l'émission. Et puis, on est parti pour le programme de ce soir. On y va. Allez, c'est parti, plan de vol de l'émission qu'on va afficher ici tout de suite. Hop, c'est ici. L'actualité du terminal, on a 6 petites news à vous partager ce soir. Et puis derrière la séquence, vous l'attendez, puisque j'ai eu pas mal de retours aussi là-dessus, vous attendez notre ami Aldo, qui est là, il est avec nous. Et on va l'accueillir tout à l'heure pour une séquence qu'on va appeler Analyse Rex Débrief, puisque c'est un petit peu le cœur de son activité sur sa chaîne. On va parler de plein de choses avec lui et vous pourrez lui poser toutes vos questions sur le chat. Évidemment, vous tapez votre question, on la met de côté avec TwitchChat, on la stocke et puis au fur et à mesure des débats, on ressort les questions et on aborde tout. Donc c'est ce qu'on vous propose ce soir et puis fin d'émission comme d'habitude, les 5-10 dernières minutes, foire aux questions, la séquence remise de gaz qui nous permet d'aborder les dernières questions et puis de parler évidemment du programme à venir de la zone aéro pour les prochaines semaines. Voilà pour le plan de vol de l'émission de ce soir, j'espère qu'il vous plaira. En tout cas, il te plaît toi Nico hein? Oui. Ça te va? Oui. Ok. Parfait, bah écoute, les autres émissions, bah oui, bah, c'est à nous aussi d'ailleurs, hein. Si vous avez des suggestions ou si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager, hein. Vous nous les envoyez dans le Discord comme on fait d'habitude, hop, il est là le lien du Discord, rejoignez le Discord là, et puis... parce que, là, ça va changer, parce qu'on va parler de sujets quand même assez sérieux, quoi, je veux dire. Oui, bien sûr. Ce que Aldo sur sa chaîne fait... Ouais. C'est très très intéressant. En fait, ah bah oui, moi je suis fan. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, c'est parti. On débute la séquence actu de l'émission de ce soir. Et on est parti pour la séquence actualité du terminal et on commence par un petit carnet noir. Malheureusement, disparition tragique d'un voltigeur français de renom, Olivier Mazurel, qui le monde de la voltige aérienne, on peut dire, est en deuil. J'ai vu passer énormément de publications suite à son décès courant de la semaine. Enfin même week-end dernier. Le français que vous voyez sur la photo, donc Olivier Mazurel, qui était une figure de proue des meetings aériens, et ben en fait s'est crashé avec son avion après donc près de Sandravier en Espagne le 5 mai dernier, au retour vers l'aérodrome sur lequel il était basé. Alors le crash s'est produit peu après 16h alors qu'il survolait la région d'Alcázar de San Juan dans la région de Murcia. Désolé pour mon espagnol, mais je parle justement espagnol comme une vache espagnole. En rentrant de meeting aérien, donc son Extra 300 a été percuté ou a percuté un vautour au niveau de la verrière. Donc selon le témoignage du pilote qui l'accompagnait, le choc s'est produit quasiment en face de la verrière. Donc on suppose qu'Olivier Mazurel a probablement été assommé, a perdu le contrôle de l'appareil qui ensuite s'est écrasé, a pris feu. Il était champion et vice-champion du monde par équipe, on s'en souvient. Olivier Mazurel, c'était un des piliers de l'équipe de France de voltige aérienne dans les années 2010. Il a également été entraîneur. Vous vous souvenez, on avait reçu Louis Vanel, et ben, il a occupé son poste il y a quelques années en arrière pour l'équipe Advanced, et il a porté haut les couleurs de la Vendée et de l'Espagne d'ailleurs, puisqu'il réside en Espagne et il était le champion national en titre espagnol. Sa disparition à l'âge de 47 ans laisse un grand vide dans le milieu de la voltige, on s'en doute, et toute l'équipe de la zone aéro tient à présenter évidemment les condoléances à ses proches, à sa famille, à ses connaissances, donc suite à cette tragique disparition. Voilà.
On continue. Comme quoi, hein, on parlait aussi, tu vois, Nico, hein, du talent, du pilotage, et des fois, ça tient à rien. Hein. On est quand même sur des activités à risque. Hein. Oui, bien sûr. Ça peut arriver à tout le monde. Hein, et oui, et en plus, pour la petite anecdote, Olivier, je l'avais vu il y a 3 semaines, 3 semaines, 1 mois, à Perpignan, et on avait pris contact, il devait passer dans la zone aéro. C'est comme ça. Ouais, c'est triste. Hein. Ouais. On continue avec des commandes brutes pour l'A320 Neo. Et ce mois d'avril a été particulièrement fructueux pour le constructeur européen, avec 61 appareils qui ont été livrés à 33 compagnies clientes. Et parmi ces livraisons, on retrouve 3 A220-300, 51 appareils de la famille A320 Neo, 22 A320 Neo et 29 A321. 1 A330-900, 6 A350-900. En un mois, c'est plutôt pas mal. Hein. Côté commande, 57 nouveaux appareils ont été commandés, dont 51 A321 Neo. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc, par contre, on ne sait pas qui est les clients. C'est 51 A320 Neo, c'est un client anonyme. On le saura peut-être un peu plus tard. C'est un contrat record pour Airbus. Il y a également British Airways qui a commandé 3 A320 Neo et 2 A320 Neo. Et Japan Airlines a rajouté un A350 à sa flotte. Au total, depuis le début de l'année, on en avait parlé d'ailleurs la semaine dernière, des très bons résultats. Airbus a enregistré 222 commandes nettes et livré 203 appareils, qui confirment la tendance positive du secteur aéronautique et des constructeurs aussi. L'avionneur européen est confiant pour atteindre son objectif de 800 livraisons d'avions prévues pour 2024 contre 735 en 2023. Ça fait 65 de plus, ce qui est plutôt pas mal. On enchaîne sur de l'aviation d'affaires avec une nouvelle certification pour le Gulfstream G600. Le jet d'affaires Gulfstream, que vous voyez à l'écran, a obtenu la certification de la FAA, donc la certification de l'agence américaine, pour être en mesure, en fait, être certifié pour effectuer des approches en pente raide, ce qui lui permet d'accéder à un plus grand nombre d'aéroports, y compris ceux situés dans les régions montagneuses et qui disposent de pistes courtes. Cette nouvelle capacité est un atout majeur pour les clients de Gulfstream, car elle va accroître la flexibilité et l'accessibilité de leur voyage. Rappelons que le G600 a déjà prouvé ses performances lors des tests qui ont effectués sur 2 aéroports relativement exigeants, London City et Lugano, qui ont des pistes un petit peu particulières. Rappelons que ce processus de certification est relativement rigoureux. Il permet d'évaluer la conception, les systèmes, les performances de l'avion en s'assurant qu'il réponde aux normes de sécurité les plus strictes possibles. Et il s'agit donc d'un gage de confiance pour les passagers et l'équipage, en assurant que l'avion est bien conçu et testé selon les meilleurs standards de sécurité. Courchevel, non, pas encore. En même temps, pour la FAA, bon, ils auraient pu, remarquer. On continue avec un Boeing 767 de FedEx qui fait un kiss, pas landing, mais un kiss à la piste. Un avion cargo Boeing 767-300F de la compagnie FedEx, aujourd'hui même, a effectué un atterrissage d'urgence sur le nez. Ça s'est passé à Istanbul, sur l'aéroport international en Turquie. L'incident est survenu à cause d'un problème hydraulique qui a empêché la sortie du train avant. Alors, je vous propose une petite vidéo que j'ai récupérée tout à l'heure. Si elle veut bien se lancer, la voici. Voilà, vous voyez l'appareil qui a le nez qui s'efface. Voilà. Alors, l'avion qui est immatriculé, donc November 110 Foxtrot Echo, et qui assurait le vol 6238 entre Paris et Istanbul, transportait du fret. Hein, c'est propre à FedEx de toute façon, de faire du fret. Et approchant l'aéroport, les pilotes ont signalé des problèmes hydrauliques et la non-sortie du train avant. Donc on suppose que, effectivement, la lampe de train avant n'était pas allumée, ce qui signalait effectivement que le train avant était rentré. Et bienvenue Claudio Cus 2. Et après 2 tentatives d'atterrissage infructueuses, ils ont été contraints de poser l'appareil sur le nez. L'atterrissage, vous l'avez vu, s'est déroulé relativement sans encombre, puisque l'avion a glissé sur une centaine de mètres avant de s'arrêter. Aucun blessé n'est à déplorer. La piste était fermée, évidemment, pour permettre le remorquage de l'avion. Rappelons que cet incident met en lumière l'importance de la maintenance et de la sécurité aérienne
Des enquêtes évidemment sont en cours pour déterminer les causes exactes du dysfonctionnement hydraulique. Et d'ailleurs, un certain nombre de cas de ce type-là ont été traités et on en parlera tout à l'heure avec Aldo, hein, puisque ça peut être carrément un bon sujet de savoir ce qui s'est passé et pourquoi et comment. Et est-ce qu'on a des cas similaires dans l'histoire? Voilà. Voilà pour les images. Alors vous pouvez évidemment les retrouver sur les plateformes vidéo, hein, sans problème. Sachant qu'on ne peut pas déplacer l'avion avant le début de l'enquête, la piste est fermée, ça va coûter cher. Eh oui, bien sûr. Bon alors après, quand c'est des gros aéroports comme ça, généralement ça va vite. Hein. On continue avec un autre crash. Le crash d'un Fokker 50 aux Comores. L'avion donc de la compagnie aérienne Air Comores a raté son décollage dimanche matin sur l'aéroport de Mohéli aux Comores, provoquant plusieurs blessés, des dégâts importants sur l'appareil. L'avion qui était matriculé Delta 6 Alpha India Bravo et qui assurait un vol entre Mohéli et Anjouan a interrompu son décollage à grande vitesse, donc c'est un aborted take-off. Et il n'a pas pu s'arrêter à temps, il a dépassé les limites de la piste. Il a quitté la piste sur un sol meuble et s'est immobilisé avec le train principal droit effondré. On le voit un petit peu sur la photo en bas à gauche, hein, qu'il est penché sur la droite. De nombreux blessés ont été recensés avec des gravités diverses. L'avion a subi des dommages importants. Alors des témoins au sol ont rapporté que l'avion aurait rencontré un problème au niveau de son train d'atterrissage ou de ses pneus et a heurté potentiellement un obstacle avant de quitter la piste. C'est le deuxième incident impliquant cet appareil en 3 mois, après déjà une sortie de piste à Anjouan le 19 février dernier qui avait été due à un pneu éclaté à l'atterrissage. Les causes exactes de cet accident font évidemment l'objet d'une enquête. C'était allez-y au volant? Ouais, tu peux sortir, Lord Chibus. C'était pas Jean allez-y au volant. Après, bon, il faut quand même reconnaître que le Fokker 50, c'est aussi un appareil qui commence de dater un peu, mais bon. Et enfin, on va parler, Nico parlait tout à l'heure du 8 mai, on va parler du 8 mai dans l'histoire de l'aviation, mais pas de 1945. On va parler du 8 mai 1960. Pourquoi? Les compagnies aériennes Air France et TAI, hein, donc TAI c'est le transport aérien intercontinentaux, ont relevé le défi de réaliser, je rappelle, 1960, le tour du monde en avion. Donc ce raid aérien a débuté le 1er mai à Paris et s'est achevé avec un succès le 8 mai sur l'aéroport d'Orly. Le parcours, 45 000 km, qui a été effectué en 2 étapes. Première étape, Paris-Los Angeles en Douglas DC-7 des transports aériens intercontinentaux via l'île de Bora Bora. Donc ça, c'est l'avion en haut à gauche. Voilà, qui a effectué cette première liaison. Puis, le retour, Los Angeles-Paris par Boeing 707 d'Air France via Montréal, au Québec. Cette performance remarquable a démontré les gros progrès qui ont été accomplis dans le domaine de l'aviation civile et on peut dire que ça a ouvert la voie à une nouvelle ère de voyages intercontinentaux encore plus rapide et plus accessible pour le grand public. Donc, gros coup de projecteur. Et rappelons que c'était en 1960. Et bienvenue dans DS11. Oui, Nico. Pour ceux que ça intéresse, sur Internet, sur YouTube, là, on peut voir 707 faire un tonneau barriqué. Ah oui, mais pas avec des passagers, rassure-moi. On ne sait pas. Non, c'était un pilote d'essai là, de Boeing, là, et puis il s'est amusé à faire un tonneau avec un avion de ligne. Ok, mais tu as le lien? Ah bah je peux le trouver, oui. Voilà. J'ai trouvé ça. Tu peux trouver le lien et puis on le met dans le chat si ça intéresse des gens, avec plaisir. Voilà pour l'actualité de la zone de ce soir. Vos réactions, c'est maintenant dans le chat. Et puis, dans quelques instants, on va démarrer le cœur de l'émission avec la séquence du soir de notre invité qui est là, qu'on remercie déjà par avance. Ça va être une séquence un petit peu particulière, séquence débrief, Rex. Donc Rex, c'est retour sur expérience, puisque nous avons le plaisir ce soir d'accueillir un youtubeur de talent qui, pour ma part, m'accompagne très souvent quand je prends la voiture, parce que j'écoute des podcasts, et pas que ceux de la zone aéro, évidemment. On va retrouver Aldostérone, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bienvenue Dylan Delay, qui vient d'arriver, sois le bienvenu.
Et ça tombe bien que tu arrives maintenant, puisqu'on va lancer donc la séquence avec notre invité, séquence Rex Débrief Analyse, avec Aldostérone qui est avec nous ce soir. C'est parti. Et il est avec nous, il est là. Bonsoir Aldo, bienvenue dans la zone aéro. Bonsoir, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir d'être avec vous deux ce soir. Eh ben merci, merci. Avant toute chose et avant de rentrer dans le vif du sujet, Aldo, je te propose de faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va faire une petite minute de présentation. Donc là, en dessous de nous, là, à la place de nos petites vignettes, on va déclencher un petit timer. Et en 1 minute, tu vas pouvoir présenter Aldostérone par Aldostérone. Ok ? Ok, c'est parti. Eh ben c'est parti. Donc voilà, tout le monde me connaît sous le nom d'Aldostérone. Je m'appelle, mon vrai nom c'est Amine. Je suis un youtubeur, je suis auteur, je suis observateur, commentateur de la politique, mais aussi et surtout ces dernières années de l'aviation. Ça date d'il y a longtemps, mon histoire d'amour avec l'aviation, depuis mon enfance, quand j'étais dans un vol et ils m'ont fait visiter le cockpit d'un Boeing 737-200. Ah oui. Ça ressemble un petit peu à l'intérieur d'une navette spatiale. Et depuis, je suis tombé dans l'aviation. Comme disait Renaud, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. C'est pareil pour l'aviation. J'ai fait des études d'aviation en Suisse, en France, en Algérie, dans plein d'endroits. J'ai passé un ATPL théorique en France. D'accord. Et j'ai un canal sur l'aviation et j'ai écrit un livre, un gros livre épais comme ça, mais c'était en 2007 et j'aimerais bien refaire un autre. Ah. Voilà, et je suis très content, je le montrerai tout à l'heure, et je suis très content d'être ici. Ah ben, écoute, tout le plaisir aussi est pour nous, hein, bien sûr. Bah voilà, 1 minute. On est bon, hein. On est bon. Ouais, parfait. Voilà, et je vois que Nico a posté le lien du fameux tonneau du Boeing 707. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Merci Aldo pour cette présentation. Alors oui, effectivement, il doit y avoir beaucoup de gens qui te connaissent sur le chat. Hein. J'en veux pour preuve le nombre de personnes qui sont connectées. Est-ce que Nico, tu veux attaquer la première question comme d'habitude ou j'attaque? C'est toi? Non, mais non, puisque c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est une autre... C'était une autre façon d'arriver à l'aviation et c'est souvent le cas en fait. C'est très souvent le cas en fait, j'imagine. T'avais quel âge donc quand t'as visité le cockpit de l'avion? Oh, je devais avoir 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. Ah oui, mais j'étais tout petit. Et j'ai l'image parce que elle est restée gravée dans ma tête et je me rappelle que les roues de trim était juste m'arrivait là à la poitrine quoi, donc je devais avoir 4-5 ans parce que je voyais par en dessous, j'ai le low camera angle de voir le cockpit du 737. D'accord. Ouais, ben justement ça a amené cette question là, c'est qu'est-ce que tu as encore en fait dans la tête de cette image là, le sentiment que t'as gardé de ce moment-là, quoi. C'est les instruments. Et en ces temps-là, les avions étaient beaucoup plus compliqués qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'on rentre dans le cockpit d'un Airbus A330, c'est sympa, mais on en a vite fait le tour. C'est très moderne, c'est très ergonomique, tout ça. Mais quand on rentre dans le cockpit d'un 737-200, c'est petit, c'est exigu, pratiquement on peut tout toucher, et puis il y a plein de boutons, il y a plein de switches, il y a plein d'instruments, il y a même un instrument à aiguille, celui de la pressurisation qui se trouve overhead, dans l'overhead panel. C'est un altimètre là, comme ça. Et puis il y a le bruit aussi, il y a le bruit, en particulier ce bruit très caractéristique de ces énormes roues de trim. Qui tournent sans arrêt, tac, 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 comme ça, avec leur peinture blanche. Et ça, c'est assez... ça, en fait, il y a tout cet environnement là qui reste qui se grave définitivement dans la tête. Il y a Lord Gibus qui demande si il y a encore des avions en état de vol. Il doit y en avoir en Afrique. Je sais que Aérosucre, par exemple, je regarde de temps en temps des vidéos de leurs prouesses en ligne, volent sur du 727-200. Je sais qu'il y a du 727-200 et du 37-200 en Afghanistan, quelque part. Ouais. Ouais, jusqu'à nos jours, mais probablement quelques-uns. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait des masses.
Mais si on a l'esprit un petit peu aventurier, je pense que pour une vingtaine d'euros, on peut acheter un vol et puis il faut juste prier et faire son testament avant d'embarquer. D'accord. Ok. Ah, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est souvent comme ça. Hein, j'ai des petits, oui, 5 ans, on est petits, quoi. Et ils ont la chance de visiter. C'était en vol? C'était en vol, oui. C'était en vol. Donc il y avait le pilote, il y avait le copilote. Oui, le copi et tout. Parce qu'en ces temps-là, encore une fois, on pouvait juste demander à l'hôtesse. Ouais. Je peux visiter le cockpit? Écoutez, je vais demander, je reviens. Et 5 minutes plus tard, suivez-moi. Et on arrive dans le cockpit. C'était aussi simple que cela à l'époque. Ouais, c'est ça. C'était en vol, ouais, c'était en vol. Ouais, Salut Aldo, c'est Sébastien. Premier message dans le chat de Vini833. Bienvenue. Ok. Alors, une autre question, là, vite fait. Donc, du coup, depuis l'âge de 5 ans, donc, c'est devenu une passion de manière naturelle, finalement. Ça a révélé quelque chose, on peut dire. Hein. Oui. Et comment tu as vécu cette passion donc, depuis cet âge-là J'habitais déjà près d'un aéroport. Donc, les bruits des avions, ça dérangeait tout le monde, mais moi, j'aimais bien. Quand j'entendais à 6h du matin l'Hercule qui décollait, enfin avant de décoller, il fait déjà des tests de ces 4 moteurs. Et quand ils sont pas synchronisés, on a ces 4 moteurs qui font un bruit, qui font un vacarme extraordinaire. Ben moi j'aimais bien ce bruit. Et d'ailleurs je trouve un petit peu dommage entre nous qu'aujourd'hui j'entends, je sais pas moi, un Airbus A319 décoller. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de... Alors qu'un 727, on dirait une navette spatiale. Ça fait un vacarme énorme. Bon, c'est pas du goût de tout le monde, je peux comprendre. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'allais constamment en aéroclub. Je me suis abonné à l'aéroclub quand j'étais très tôt. J'ai rejoint l'aéroclub local en Algérie. Je volais sur un Beechcraft. Et puis, j'étais souvent... J'avais des amis pilotes qui me prenaient quand j'étais ado, plus grand, qui m'emmenaient avec eux. Des fois, je faisais des allers-retours dans le cockpit, donc je commençais un petit peu à voir leur travail de l'intérieur. C'était extrêmement sympa. Et par la suite, quand je suis parti vivre à l'étranger, ben là, j'ai commencé à explorer d'autres voies de mener cette passion, et c'était par ces études d'aviation. J'étais à l'école des ailes à Genève. D'accord. D'ailleurs, qui a été fréquentée. Il y avait des photos de Jacques Brel. Au départ, je ne savais pas pourquoi il y avait Jacques Brel, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais en fait, il a fréquenté la même école. Il était dans cette école, avenue Louis Cazaille à Genève, tout près de l'aéroport, qui est fermé aujourd'hui. Et d'ailleurs, le directeur de l'école a écrit un livre très émouvant que j'ai quelque part ici, sur les derniers jours de Jacques Brel. Je crois que le livre s'appelle « Voir un ami s'envoler ». Ouais. Et en fait, il raconte son amitié avec Jacques Brel, et il raconte comment il est tombé malade, comment il est revenu des Marquises où il vivait. Jacques Brel était un pilote averti, passionné. Et en fait, puis il l'a emmené, donc il est venu à Genève, et puis de là, il l'a emmené en France. Il raconte ce dernier vol qu'il a fait avec lui. Et tout, c'est très, très intéressant. Donc, j'ai fait ça. Donc, j'ai fréquenté l'aéroclub de Genève aussi, un peu de temps. Et voilà, j'ai roulé ma bosse d'aéroclub en aéroclub. Et j'ai fini par faire mon ATPL à un moment donné. Je fais le facteur humain. Ah, oui, d'accord. Voilà, facteur humain, c'est ma passion. J'ai fait aussi le droit aérien. Alors, pendant que j'y pense, justement, puisqu'on est en train de parler de ça, sachez que, et ça peut peut-être intéresser Aldo, normalement au mois de septembre, j'ai eu un accord, pas plus tard que cette semaine, de l'INSERM, et notamment du Centre de recherche en neurologie de Lyon, et on devra avoir 2 intervenants, un qui va nous faire une intervention sur les automatismes lors de l'apprentissage du pilote, et un deuxième sujet sur les pièges et les biais cognitifs que peut représenter le cerveau pour justement le pilote. Et ce sera donc 2 intervenants différents qui devraient nous proposer ces petits sujets-là. Ce sera en septembre. Voilà. Et je peux te dire quelque chose, que de l'aviation aujourd'hui, d'autres professionnels sont en train d'apprendre. Je te donne un exemple. Je suis convié à un colloque de médecins en octobre qui veulent savoir comment, dans l'aviation, on a réussi à harmoniser et à sécuriser l'interaction homme-machine. Ouais. Parce que la médecine ont les mêmes problèmes, en fait.
Et les facteurs humains pour l'aviation, dans une très large mesure, sont transposables à d'autres métiers. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que le système de checklist, les systèmes de contrôle croisé, tout ça, ça vient de là, au départ. Hein. Absolument. Et j'ai les gens qui regardent le canal, qui m'écrivent souvent, c'est pas nécessairement des pilotes. Il y a une bonne partie de gens qui me disent je travaille dans une centrale nucléaire, je travaille dans une usine, je conduis des camions. Et c'est des gens qui me disent je profite des accidents liés à l'aviation et du retour d'expérience pour améliorer la qualité et la sécurité de mon travail. Ouais. Oui, comme tu disais, il y a beaucoup de facteurs humains. Hein. C'est l'analyse de soi-même, savoir s'analyser soi-même. Il y a beaucoup de ça dans l'aviation aussi. Savoir si on est capable ou pas de faire telle ou telle action ou de bien faire attention et de penser aux choses très importantes à tel moment du vol. Et dans tous les métiers, c'est pareil. À un moment, il faut vraiment être concentré sur ce qu'on est en train de faire si on veut bien faire son boulot. Quoi. C'est ce que dit Vaini 833. L'aviation a beaucoup à nous apprendre dans tous les métiers, pas que la médecine. Donc oui, c'est important de le dire. Ah, absolument. On va reparler de la chaîne dans un instant. Il y a Anaël Pilot qui dit bonsoir Aldo. Merci pour tes vidéos géniales. Alors justement, comment la démarche t'est venue de dire bah tiens, je vais lancer un canal YouTube, je vais lancer une chaîne et j'ai envie de partager des analyses de crash d'aviation. C'est une idée qui me trottait en tête depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'à une époque, j'avais un site web, sécuritéaérienne.com, qui n'est plus vraiment tenu. C'est un site sur lequel je n'ai pas écrit depuis de nombreuses années, mais qui à une époque avait un très fort auditoire. Il était très lu. Donc, ce que j'ai décidé de faire, je me suis dit, pourquoi ne pas passer au format vidéo ? Parce qu'aujourd'hui, les temps sont tels que les gens consomment plus volontiers le format vidéo que le format écrit. Et il faut dire aussi que le format vidéo permet de faire passer plus d'éléments, plus de messages, montrer des choses. Il y a une certaine richesse dans la vidéo. Donc, j'ai décidé de créer le canal et puis il a rencontré un succès quasi immédiat, on va dire. Pratiquement, dès les 3 premières vidéos, le public était là. Et c'était pour moi un pari. Je ne savais pas au départ si ça allait être un succès ou pas. Donc, voilà. Et aujourd'hui, je continue ce canal et j'ai plein de vidéos en préparation. Ouais. Alors, on a vu justement, au départ, c'était un petit peu ce qui faisait ta particularité, c'est que tu faisais tes lives depuis une voiture. Et après, tu dis, je vais investir dans un studio. Oui. J'ai décidé d'investir dans un studio. J'aime bien le son de la voiture. Il est parfait, c'est feutré, tout ça. Et en plus, quand je veux réfléchir, je vais conduire un petit peu au hasard, et puis je suis dans mes pensées, et la voiture me permet justement de m'isoler, avoir ce chemin intellectuel. Ouais. Maintenant, la voiture, par exemple, là aujourd'hui, il fait très chaud au Royaume-Uni, je suis rentré dans la voiture, il faisait 50 degrés à l'intérieur. Si je veux enregistrer une émission, ce n'est pas possible. Bon, je peux toujours laisser le moteur tourner et la clim, oui, mais je peux pas. Parce que la clim fait du bruit et on va entendre que ça dans le micro. Donc, je suis obligé d'enregistrer la clim arrêtée. D'accord. Voilà, c'est pas évident. Donc, il y a beaucoup de problèmes avec la voiture. Et beaucoup de gens aiment la voiture, mais moi aussi d'ailleurs. Mais il y a quand même pas mal de problèmes avec. Alors moi, ce qui me choque à chaque fois que je vois une vidéo, c'est que tu arrives à parler pendant 40-50 minutes d'un sujet et on a l'impression que tu enregistres, enfin c'est pas une impression, c'est que tu enregistres tout ça d'une traite. Comment est-ce que tu arrives sans difficulté à segmenter tout ce que tu dois dire sans dire « ah bah tiens, j'ai oublié de parler ça d'avant, etc. » Comment est-ce que tu te prépares ? Alors, comment je me prépare ? Si tu veux, pourquoi je parle d'une traite ? C'est parce que je travaille tellement le sujet qu'au bout d'un moment, ça devient mécanique. Ça signifie quand bien même j'aurai des papiers, parce que pendant que je travaille le sujet, j'écris, j'ai plein de documents et tout ça que je remplis de manière très systématique. Mais au fond, une fois que j'ai bien travaillé mon sujet, je le connais sur le bout des doigts et je peux en parler sans avoir besoin de prompteur ou avoir besoin de documents ou autre. Donc, tu n'as rien du tout devant toi, il y a juste la caméra et c'est tout. Il n'y a rien, il n'y a que la caméra. J'arrive dans la voiture, j'ai la caméra, je la place et puis c'est parti. D'accord, voilà. Incroyable. Et ouais, parce qu'arriver à tenir comme ça pendant 50 minutes, sans se tromper, moi je dis chapeau, hein, c'est assez fou. Hein. Merci. Combien de temps de préparation il te faut justement pour traiter un sujet et comment tu le choisis ?
Alors, si tu veux, c'est extrêmement variable. C'est extrêmement variable. Je te dis comment ça marche. Sur mon disque dur, j'ai des dossiers. J'ai plein de dossiers. Un dossier par situation. Certains dossiers sont ouverts depuis 1 an et demi. Et à chaque fois que je trouve un élément, une bribe d'information sur le sujet, je la mets là-dedans. D'accord. Donc, mais des fois, ça peut arriver que, surtout sur le sujet d'actu, où on n'a pas ce temps-là, donc des fois, ça peut prendre une journée, 2 jours, quelques heures. Tout dépend de la complexité du sujet. Donc en fait, il y en a peut-être certains où les enquêtes sont toujours en cours et finalement, tu attends les rapports du BEA ou du NTSB pour avoir tous ces... C'est ce que je... Alors, dans la mesure du possible, je fais cela, à moins que parfois, on sait vers où ça va aller. Ouais. Et dans ce cas-là, je prends le risque d'en parler tout en disant, écoutez les gars, on n'a pas encore le rapport du BEA ou du NTSB, il fera foi quand il sortira, donc la vidéo est un petit peu spéculative, mais laissez-moi vous dire un peu, à ce stade, ce qu'on connaît et vers où ça va. Oui, bien sûr. Et toujours prendre des pincettes quand on aborde un cas. Hein. Absolument. Il y a aussi autre chose qui m'aide beaucoup aujourd'hui. Ça, c'était pas le cas au début, mais aujourd'hui, ça m'aide. Par exemple, tu as parlé tout à l'heure d'un FedEx qui s'est ramassé un petit peu. Hein. Le train d'atterrissage avant n'est pas sorti. Voilà, il a glissé sur la piste et tout ça. Pendant que la séquence était en train de passer, sur l'autre écran, j'étais en train d'écrire sur mon WhatsApp à un ami qui est pilote sur Boeing 767. Et je lui ai envoyé la séquence et je lui ai posé des questions sur l'avion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a un problème avec n'importe quel avion, ça peut être un avion civil ou militaire, j'ai toujours quelque part dans le monde un pilote qui est dessus. Ouais. Voilà. J'ai des pilotes sur 777, sur 787, sur tous les Airbus du A319 jusqu'au A380, sur les avions de chasse et tout ça. Et c'est des gens avec lesquels j'ai beaucoup de proximité, beaucoup d'amitié. Et donc à ce moment-là, il suffit de prendre le téléphone et appeler quelqu'un, dire écoute, voilà, t'as vu ce qui s'est passé, moi voilà ma vision, qu'est-ce que tu penses toi et tout ça. Et ça a permis tout ça. C'est plein de gens qui veulent rester anonymes. Et je profite pour les remercier, leur rendre hommage aujourd'hui parce qu'ils aident énormément le canal. Et des fois, ils m'envoient des documents, ils m'envoient des trucs et tout ça. Alors, tu as énormément d'abonnés. Je vois que quand tu postes un épisode, très rapidement, il est lu des milliers de fois. Comment est-ce que tu as construit finalement cette communauté? C'est-à-dire, est-ce que tu analyses les épisodes qui marchent, ceux qui marchent un peu moins bien? Est-ce que tu as un suivi un peu numérique de ce canal-là? Je devrais, mais je ne le fais pas. Je suis incapable de dire... qui regarde, de quel pays ils viennent, c'est quoi la démographie. Je sais que ça existe sur YouTube. Il y a un panneau pour regarder dedans, mais je ne regarde pas. Donc, je devrais d'ailleurs. Je devrais. Parce que si je regarde, je pourrais peut-être optimiser mon trafic et mes vidéos pour l'audience et tout ça, mais je ne suis pas dans cette lancée ni dans cette logique. Par contre, ce que je sais d'une manière sûre et certaine, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de pilotes, d'hôtesses de l'air, de personnel navigant, tous les niveaux, de mécaniciens, contrôleurs aériens, qui suivent mes vidéos et qui viennent me le dire. J'ai même des instructeurs qui me font de la pub. Et parfois, ils me le font de la pub pour, j'ai presque envie de dire, pour les mauvaises raisons. Le dernier instructeur, il m'a contacté, il m'a dit, écoute Aldo, voilà, on avait tel module, normalement, on le faisait en 100 heures, et 100 heures, c'est pas beaucoup. Ouais. On nous a appelé devant la direction, on a réduit les budgets, aujourd'hui, on a 70 heures seulement. Donc, ce que je fais, c'est que quand je parle à mes élèves pilotes, je leur dis allez sur le canal d'Aldo Serron, il est extrêmement pointu, précis, documenté, tout ça, et écoutez ce qu'il vous raconte. Donc, ok, je suis content de pouvoir disséminer des informations liées à la sécurité aérienne, mais j'aimerais que les écoles puissent quand même avoir les moyens de le faire, mais bon. Ouais. C'est pas possible. Oui. C'est encore le grand débat des rentrées d'argent, et voilà. Ouais. Et par exemple, juste pour donner un exemple, j'ai visité un petit peu les aéroclubs au Royaume-Uni, et je crois que c'est pareil en France. Le cours théorique que j'ai eu, moi, à mon époque, le cours ex-cathédra avec un instructeur, avec un tableau et tout, n'existe plus. C'est terminé. On nous ouvre... C'est un scandale. Oui, alors on paye, ils ouvrent des PDF et des PowerPoint sur un ordinateur, et ils te disent, va les regarder, et il y a toujours un instructeur qui va venir te prendre de côté, il va te dire un truc dans un couloir.
te casse pas la tête avec les PDF et les PowerPoint. Va sur tel site, tu payes un abonnement, tu as toutes les questions pour ton PPL, ou ce que tu es en train de passer, peu importe, du PPL jusqu'à la TPL inclus. Tu les apprends par cœur, tu les fais, tu passes ton examen, et c'est bon. Ouais. Voilà, Mais on comprend pas, en fait, on fait du clic. Ah bah absolument, on fait du clic, et puis c'est extrêmement dangereux par la suite. Voilà, Bah oui. c'est tout. Oui, tu as raison. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là. Les instructeurs feignants comme ça, tout à fait d'accord avec toi. Parce que Parce qu'après, les élèves, même, il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent déjà à la base. Parce qu'en l'air, s'ils n'ont pas compris ce qui se passe au sol, lire la théorie, en l'air, ça va pas le faire non plus, quoi. Puis en situation dégradée, raison de plus. Hein. Raison de plus. La majorité des instructeurs au Royaume-Uni, et je pense en France c'est pareil, et aux États-Unis, je sais de manière sûre que c'est pareil, sont des jeunes qui sont en train de faire des heures. Ils font pas instructeur par vocation. C'est pas quelqu'un qui a envie de partager. Ouais, quand j'étais à mes débuts, mes instructeurs c'était des pilotes de ligne qui travaillaient, hein, qui étaient sur Boeing, qui étaient sur Airbus, mais qui aimaient former les autres et qui voulaient partager leur savoir. Ouais. J'avais même des retraités, des gens qui avaient fait de la Caravelle, qui avaient fait du 707 et tout, et qui voulaient transmettre le savoir. Ça n'existe plus, ça. Aujourd'hui, l'instructeur type, il a 21 ans et il rêve que d'une chose, remplir son carnet de vol pour pouvoir aller trouver un travail dans une compagnie aérienne. C'est tout. Ouais. Et le pire, c'est qu'en fait, ils sont aussi ignares, dans le sens où ils savent pas faire le lien entre la théorie et la pratique. Ils savent pas faire. Ils vont te mettre la formule de la portance, mais ils vont pas t'expliquer ce qu'il y a dedans, quoi. Le CZ, pour eux, c'est le coefficient de portance. Oui, mais dans la pratique, ça correspond à quoi, le coefficient de portance? Donc, ils vont te sortir des polaires, parce que ça fait bien, toujours des polaires, mais c'est bon pour l'hiver. Mais ça donne quoi, en réalité? Ça donne quoi? Je parlais, je sais pas moi, j'ai évoqué un sujet juste comme ça. Le sujet, par exemple, du second régime de vol. Presque personne n'a entendu parler de ça. C'est fou, hein. Oui, c'est dangereux, ouais. Bah, puis en plus, on peut se tuer avec ça, hein, si on le sait pas. Ouais. Et au PPL, c'est quand même aussi une des bases qu'on devrait aborder en détail. Ah oui. Et c'est pas dur à montrer, hein. C'est relativement amusant à montrer ça avec un élève. Hein. Alors, ouais, vas-y, Nico. Oui, non, je disais parce qu'à un moment ou à un autre, on doit faire des choses qui sont pas naturelles, en fait, qui sont inverses dans le second régime ou le premier régime. Les actions, en fait, elles sont pas... J'allais dire inversé, mais c'est presque ça, quoi. C'est contre-intuitif. D'ailleurs, en anglais, on parle de zone d'inversion des commandes. C'est que on est à l'envers de nos instincts et de nos réflexes. Et d'ailleurs, dans beaucoup de vidéos, j'insiste dessus sans arrêt, parce que le nombre d'accidents qui ont eu lieu sur des gros avions et des petits, où quand les pilotes arrivent vraiment au moment où l'avion va décrocher, eh ben, ils sentent qu'il est en train de s'enfoncer. Et par instinct, ils font quoi? Ils tirent sur le manche. Allez, je vais donner au maximum. Et comme ça, exactement. Je vais rester en l'air. Tu dois avoir l'expérience, là, du coup, de nombre d'accidents dus à ça, en fait. C'est ça, hein. Oui. Ça. Ah oui, c'est important, le nombre d'accidents. Il y en a énormément, hein. Il y a alors Gibus qui a posé quelques questions sur lesquelles on va revenir. Donc je comprends qu'aujourd'hui, tu es TKI pour le facteur humain de la TPL théorique. Toujours. Non, moi je suis rien du tout là. Moi je travaille pas avec des écoles ou avec des choses comme ça. Okay. Ah non, pas du tout. Je travaille sur YouTube, je partage ma culture générale d'aviation et puis voilà, pour les détails pointus précis, il faut en référer à son instructeur. Voilà, c'est ça, ok. Donc c'est les instructeurs qui viennent te voir et qui disent bah tiens, nous on a partagé telle ou telle vidéo, d'accord, ok. C'est ce qu'ils disent, exactement. Ils disent ça. On a partagé. Parce que, en fait, je fais aussi du multidimensionnel. Il n'y a pas que de l'aviation. Je parle d'aviation, je parle aussi du droit aérien. Et je suis même en train de faire une formation avec les assureurs pour voir la chose sous le plan de l'assurance. Ouais. Parce que c'est encore une autre histoire. Ouais, c'est l'histoire de la couverture qu'on tire d'un côté ou de l'autre.
Oui, c'est l'histoire de la couverture, ouais. Parce que et en général, quand il y a un accident, la couverture, il n'y a personne. Hein. Ouais, c'est ça. On met le parapluie. Il y a quelques questions. Alors déjà, il y a Lord Gibus qui témoigne et dit l'explication que tu avais faite sur le décrochage selon la température, la forme de l'aile, lui en a appris beaucoup. Donc ta vocation, c'est aussi ça, de vulgariser des choses qui sont un peu compliquées pour les rendre compréhensibles à une majorité. Oui, c'est le but du jeu. Et c'est aussi, si tu veux, je vais te dire, les vidéos que je raconte, elles sont toutes un prétexte pour faire passer un concept théorique important. Ouais. Mais si j'arrive avec le concept théorique et je commence à donner un cours ex cathedra, ça va devenir barbant et je sais que personne ne va écouter. Par contre, si j'arrive à l'emballer et le vulgariser à l'intérieur d'une histoire, d'un narratif, à ce moment-là, ça passe. Ouais. Ça me rappelle aussi une vidéo que tu avais faite sur la destruction d'un réacteur où tu avais expliqué le premier étage, l'étage moyenne pression, haute pression, avec, et ça m'avait fait rire, des tubes en carton et des rouleaux de sopalin. Ce qui était assez drôle, mais en fait c'était super parlant. Et j'ai trouvé l'idée géniale. Ouais, je l'ai fabriqué avec ma fille, elle s'est beaucoup amusée. On a construit un réacteur à la maison. Mais comme quoi, on peut fabriquer des outils pédagogiques avec n'importe quoi. Hein. Ah oui, du carton, des choses que j'ai ramassées à droite, à gauche à la maison. Et puis voilà, une paire de ciseaux, un cutter, de la colle, et puis une soirée, et puis on a ça. J'ai vu des Legos aussi. Oui, les Legos, c'est très utile également. Je lui pique de temps en temps des Legos. Donc, et puis aussi, depuis, j'ai acheté énormément de choses. J'ai des instruments. Oui. Par exemple, quand j'ai parlé du MCAS, j'avais la sonde, la sonde d'incidence, je l'avais en main. Je l'ai montré, la sonde réelle, pour voir un peu comment elle vole au vent et tout ça. Ça permet de rendre la chose plus vivante. Ouais. Alors, je vois, il y a beaucoup de gens qui sont connectés. Je vous rappelle que dans la zone aéro, c'est pas comme sur YouTube, c'est-à-dire que vous pouvez poser vos questions en direct. Donc, venez échanger avec nous et poser vos questions à Aldo. Vous les postez dans le chat et nous, on les relaie et on lui pose ces questions, évidemment, vos questions, au fur et à mesure de la discussion. Petite question de Lord Gibus, puisqu'on parlait tout à l'heure du fameux crash du Boeing 767, avec un nouveau viewer qui arrive, j'ai dit le ouf. Et on salue Drazib et Pontoflo aussi qui nous ont rejoints. Lord Gibus, normalement, est-ce qu'il y a un moyen de faire sortir le train par gravité ou est-ce que c'est un double problème? Selon toi donc là, le 767 là, de FedEx. Oui. Bon, moi, ce qui m'a un petit peu frappé, un petit détail qui m'a frappé, j'ai regardé la vidéo, celle que tu avais fait passer en fait, et au moment de l'atterrissage, les spoilers ne sortent pas. Bon, ça m'a un peu étonné. Et d'ailleurs, l'une des questions que j'ai demandé à mon pilote de 767, j'ai dit, attends, je vais te les lire. J'ai dit pas de spoiler on touch, soit not armed by some procedure, ou bien problème hydraulique. Voilà, donc je voulais juste savoir qu'ils me disent, lui, dans leur procédure, est-ce que sur 767, mais on peut le sortir par gravité, effectivement. Oui, il sort par gravité, sauf que là, il n'est pas sorti par gravité. Visiblement pas. Il est resté. Bon, ça arrive souvent sur ces avions de cette génération. Des fois, il y a des problèmes au niveau du pushback. Ouais. On fait un pushback. Et si on ne respecte pas la procédure comme il faut, on peut se retrouver avec un train d'atterrissage avant en particulier qui se peut bloquer en sortie, en entrée, ou qui peut perdre de la direction ou autre. C'est ce point fragile, on va dire, sur ces avions. D'accord. Bon, on parlait de Boeing et j'ai vu une question sur le chat tout à l'heure. Il y a une série noire un peu Boeing, mais dans toute l'histoire de ta chaîne, est-ce que Boeing apparaît plus souvent qu'Airbus? Est-ce qu'il y a des constructeurs qui ont peut-être disparu aujourd'hui qui apparaissent aussi? Quel est ton avis sur la question? Non, franchement, mis à part, on ne parle pas du DC-10 là. Le DC-10, il y a eu une époque où pratiquement une vidéo sur deux, c'était le DC-10. Qui a eu des séries noires à ne plus en finir. Mais si je regarde en termes de sécurité au niveau Boeing et Airbus, il n'y en a pas un qui va sortir gagnant. On va dire, on est pratiquement, pour moi, de ma vision, on est à peu près au même niveau de sécurité. Boeing vit une série noire. Alors, effectivement, il y a deux problèmes à voir. Il y a le problème, mais il y a le fait de la prise de conscience du problème.
Et le fait aussi que les médias sont très friands des histoires de Boeing. Oui. C'est-à-dire que la moindre chose qui arrive sur Boeing, qui il y a quelques années n'aurait peut-être pas justifié qu'un journaliste se déplace. Aujourd'hui, si on a un souci sur Boeing, eh bien, au moment où il atterrit, on a déjà les camions régie avec les antennes, tout ça, on a les caméras, la bousculade et tout le monde, parce que tout le monde est demandeur d'histoire de Boeing, même vice, même n'importe quoi. Et c'est vrai que oui, ça fait un peu bashing à un moment donné. Ouais. C'est un peu propre à l'aviation, ça. Hein. C'est un peu propre à l'aviation. Alors c'est pour ça que j'ai une règle sur le canal. On le verra rarement la même compagnie passer plusieurs fois de suite. Ou bien le même type d'avion, ou le même pays. J'essaye toujours d'alterner. Si je parle d'un incident sur Air France, par exemple, quand par exemple j'ai parlé du Tail Strike de Toronto, donc Air France sera blacklisté sur le canal pendant quelques temps. Je reviendrai dessus à un moment donné, mais je ne vais pas aligner 5 histoires Air France, parce que ça fait un peu bashing. Parce que moi je respecte tout le monde, les pilotes, les compagnies aériennes, les constructeurs, y compris Boeing. Donc j'ai pas trop envie d'être le canal qui est juste là en train de jouer sur les peurs des uns et des autres. J'essaie d'être le plus équilibré et le plus objectif possible. Ouais, pour être d'accord. C'est vrai, il faut dire aux gens aussi que par rapport au nombre d'avions qui décollent, qui atterrissent, je veux dire, ces accidents-là, en fait, c'est assez rare quand même. Oui, c'est très rare. Et là, au niveau médiatique, on a l'impression que ça arrive tous les jours. Ça arrive à chaque fois, à chaque vol, presque. Alors que non, quoi. Non, c'est ça, c'est cet effet. Et je sais que chez d'autres constructeurs comme Airbus et d'autres, je sais que certains vivent dans la grande peur. Parce qu'ils voient ce qui s'est passé avec Boeing et ils ont peur que si ça arrive chez eux, parce qu'il ne faut pas se mentir, personne n'est à l'abri. Demain, on peut avoir un Airbus qui décolle, il y a une roue qui tombe. Pourquoi, comment, on verra. Sauf que ce genre de petits incidents peuvent passer sous la loupe des médias. Et après, on commencera à avoir un article tous les 2 jours. Il y a une vis qui a sauté, il y a des toilettes qui étaient bouchées, il est passé à travers les turbulences, il y a une roue qui a explosé, il a rejeté le décollage, il a fait une remise des gaz. Et des événements de tous les jours commenceront à prendre une ampleur sinistre chez le public. Ah oui. Et surtout que ces événements-là ne sont pas forcément imputables aux constructeurs. Oui. Une faute de pilotage, une faute de maintenance, voilà. Ça peut être plein de choses. Oui. Ouais. C'est d'ailleurs ce que tu abordes dans ta chaîne, c'est d'essayer de montrer les sources multiples d'un incident. C'est jamais une seule chose. Oui, c'est un accident collectif. Et d'ailleurs, c'est même la vision de la FAA. C'est même pas que ma vision à moi. L'accident aérien n'arrive pas à un pilote. Il arrive à une organisation, il arrive à une compagnie, et en plus de la compagnie, il y a très souvent le régulateur qui est en jeu, le constructeur. Il y a beaucoup de monde qui sont en jeu, qui font que cet accident arrive ou n'arrive pas. C'est pour ça que, et ce discours permet aussi de responsabiliser tout le monde. On ne peut pas dire, bon, c'est la faute du pilote, donc tout le monde s'en fiche, c'est le pilote qui fait qu'il y a ou il n'y a pas de crash. C'est pas vrai cette vision-là. Ouais. Ok. Petite question de SkyPilot _FR qui vient de nous rejoindre. On salue aussi Claude Walker 02 qui est arrivé il y a quelques minutes. Cette bonne question, pensez-vous que avec l'évolution rapide des intelligences artificielles, il sera possible d'avoir des avions complètement autonomes sans pilote? Alors, on pourrait aujourd'hui même fabriquer un avion sans pilote. On pourrait. Dès maintenant. Parce que si on regarde les drones, si on regarde les gros drones de l'armée américaine par exemple, ils ont des drones qui pèsent plusieurs tonnes. Et ils en avaient même dans les années 90 en réalité. Parce que la technologie militaire est toujours en avance par rapport à la technologie civile, surtout en termes d'adoption. Donc aujourd'hui, rien n'empêche d'avoir, surtout sur les avions qui sont extrêmement... si je devais fabriquer un avion sans pilote, je prendrais comme candidat plus un Airbus qu'un Boeing. Parce que l'Airbus est déjà, c'est du fly-by-wire, donc on peut plus facilement se brancher sur la centrale et commencer à lui envoyer des ordres. On pourrait. Mais est-ce que c'est souhaitable? Ça, c'est autre chose. Ouais, ça vaut le débat. Ça vaut le débat. Alors, certainement de la sécurité informatique pour empêcher le piratage, etc., etc. Mais il y en a qui vont trouver des failles aussi. Quand on voit tous les systèmes là, administratifs qui sont piratés, on pourra pirater un avion sans pilote
pirater de manière informatique pour le piloter, prendre le contrôle. C'est peut-être même déjà le cas, c'est même pas le cas, mais possible aujourd'hui. Hein. Moi, je sais que j'ai par exemple une caméra. Maintenant, elle déconne. J'appelle une hotline. Il y a un gars en Inde qui me répond, qui me dit il faut updater le firmware. Ouais. Et j'ai pas envie d'avoir un avion qui s'écrase, qui fasse 300 morts, et quelqu'un à bout du fil me dit oui, on s'est gouré sur le firmware, il faut installer la dernière version. Voilà. Et très bonne remarque de Lorgibus qui dit que de nos jours, c'est aussi des IA qui génèrent du code. Oui. Aussi, ouais. On salue Clé Mormand qui vient d'arriver, qui pose cette question. Le crash du 737-200 dans le Potomac cause gel. Oui. Tu ne penses pas que c'est 100% la responsabilité du commandant de bord ? Oui, je sais l'histoire du Potomac. Là, il y avait les sondes qui avaient gelé et tout. Ils étaient un peu trop relax, les gars, c'est vrai. Il y avait un peu trop de relaxation. Hein. Ils prenaient les choses un peu à la légère. Il y avait beaucoup de givre. Il y avait du givrage sur les ailes, déjà, donc qui a baissé fortement dégradé la portance, donc dégradé le profil de l'aile, mais il y avait pire encore. La dégradation de la portance de l'aile, il a été évalué que n'était pas si terrible que ça aurait pu. L'avion aurait pu voler. L'avion n'aurait pas pu voler pour une autre raison. Il n'avait pas cette puissance. C'est-à-dire que les sondes, il y a deux sondes. Il y a une sonde à la sortie des turbines et il y a une sonde à l'entrée des compresseurs. Je crois que sur le 737-200 de cette génération, on est en train de parler de PT6 sur PT2. La PT6, c'est la 6e sonde à la sortie et la PT2, c'est la deuxième sonde à l'entrée. On fait le rapport, on fait le ratio. On fait le ratio des pressions. Le ratio des pressions. Donc, le ratio des pressions s'appelle EPR. Equivalent Pressure Ratio. Donc, ce EPR, c'est une division. Donc, le truc, c'est que quand on prend cette division, hein, on a le PT6, la turbine en haut, et en dessous, on a le PT2. Le PT6, lui, ne peut pas givrer parce qu'il reçoit de l'air chaud sur la figure. Sauf que le PT2, lui, il a l'entrée du réacteur. Celle-ci était givrée. Donc, comme elle était givrée, elle était en train de faire quoi? Elle était en train d'indiquer une valeur trop basse par rapport à la réalité. Or, on est en train de diviser PT6 par une valeur trop basse. Donc, l'EPR qu'on va obtenir est très grand. Il sera surévalué. Donc, les mecs, ils ont à peine poussé les manettes, les aiguilles d'EPR ont fait... elles sont parties à fond. On dit, waouh, génial. D'accord. Mais bon, les gens, il y a un biais cognitif aussi, parce qu'ils voient ces réacteurs, ils sont en train de se dire, peut-être, tous les pilotes se disent ça, waouh, il fait froid aujourd'hui, t'as vu le réacteur comme j'ai à peine touché la manette, le PR est parti. Et donc, quand il a commencé à monter, et ben dès qu'il a l'effet sol s'est terminé, hein, il a décollé, l'effet sol s'est terminé, gear up, je suis même pas sûr, non, il a pas rentré le train d'atterrissage. À ce moment-là, il était décrochage. Le stick shaker et... stick shaker. Les mecs, ils auraient pu s'en sortir s'ils avaient eu l'idée juste de pousser les manettes à fond, quoi. Je veux dire, juste pousse-les à fond, hein. Tu vas pas... je veux dire, voilà, quoi. Juste donne-leur un coup, quoi. Ils auraient pu s'en sortir, sauf qu'ils n'ont pas eu cette idée. Ils ont commencé... C'est le copie qui tenait l'avion. Et il a commencé, we're going down, on est en train de s'écraser. Et le copie lui répond le commandant lui répond calmement, I know. Oui. Je sais, je vais dire, bon, mais fais quelque chose, quoi, mon Dieu, les commandants. En fait, oui, c'est ça, faut être bien réveillé le matin, et puis il faut connaître aussi un peu, faut connaître l'avion, la mécanique, c'est très important. Souvent, c'est vrai qu'on emmenait les élèves, j'emmenais les élèves dans l'atelier mécanique pour leur expliquer le moteur. Faut connaître sa machine, faut connaître un peu le pourquoi. Et tout ça. Un bon cavalier connaît sa monture. Oui. Clé Mormand qui vient de prendre un abonnement, merci pour ton soutien, cher ami, et qui dit le Corlock sur CRJ 200 en Ferry Flight, même chose, faute de l'équipage, quelque part, avec évidemment à chaque fois d'autres facteurs aggravants, on va dire, qui sont à côté. Mais c'est vrai que le pilote, c'est le dernier rempart pour limiter ou éviter un accident. C'est le dernier chaînon, quoi. C'est l'élément proximal, quoi. Il est là. Mais ça arrive souvent, des pilotes, je veux dire, ils sont dans une situation, là, j'ai un cas pakistanais, un ATR, où il y avait une boucherie, il y avait 3 maintenances sur le turbopropulseur, et les 3 maintenances étaient foireuses.
Et les mecs se sont retrouvés avec un turbopropulseur qui est tombé en panne et l'hélice qui a refusé de partir en drapeau. Donc il a commencé à mouliner extrêmement vite. Ouais. Et puis, donc à partir de là, les gars, c'était pas du tout, ils s'étaient pas impliqués là-dedans. Il n'y avait pas moyen pour eux de savoir ce qui allait se passer. Et l'avion n'était pas sauvable. La situation dans laquelle il était, c'était pas sauvable. Ouais. Ça, tout ce qui est crash de maintenance me rappelle aussi le fameux cas de... c'était le China Eastern, je crois, un 737 qui se pose au Japon avec une vis un boulon, un écrou de volet qui tombe à l'intérieur, et au moment où le pilote rentre les volets ou les spoilers, vient perforer le réservoir. Et ça aussi, pour retrouver d'où vient l'erreur, la fameuse erreur latente, pour la localiser, c'est pas évident. Absolument, ouais. Après, il y a le cas aussi très célèbre de la vitre du cockpit qui s'envole avec le commandant de bord qui est aspiré à l'extérieur. Parce qu'en maintenance, ils n'avaient pas mis la bonne vis, en fait. L'atelier de maintenance, l'ouvrier, là, il cherchait, il n'y avait plus de vis. La vis spéciale qu'il fallait mettre pour tenir ce pare-brise. Et donc, il y en a mis une autre qui ressemblait beaucoup, mais qui n'était pas celle-là. Donc, il a mis celle-là. Et donc, le pare-brise, il a volé. Et puis, le commandant de bord s'est fait aspirer. Et, bon, il a survécu, parce que le copilote, lui, il l'a tenu par les jambes. C'est fou, ça. Il a passé... C'est une sacrée histoire. Ouais, ça vous parle pas, Seb? Oui, il faut que j'en parle à l'occasion. C'est un avion britannique. Voilà, c'est ça. Et le commandant de bord, il est resté collé sur la carlingue à cause du vent relatif, là, dehors. Il a survécu, mais... il doit s'en souvenir, le pauvre. C'est l'hôtesse qui est venu le tenir, et c'est le copilote qui a atterri l'avion, quoi. Ça, le jour où il y aura un seul pilote, ça n'arrivera pas, ça, c'est sûr. Oui, oui. Là, oui. Il y a alors attendez, parce que je crois que j'avais vu passer une question. Oui, Clairoman qui nous dit Air Transat 236, on en avait parlé aussi ici, avec le tuyau de carburant autre que qui avait été installé, qui a provoqué la rupture et donc la panne d'essence totale et le vol plané d'un avion de ligne. Oui, il y avait ça. Il n'y a pas de redondance en réalité qui tienne face à une erreur de maintenance. Il y a un cas, un MD, pas un MD11, un DC-10, je ne sais plus, DC-10 ou un D11, 3 réacteurs aux États-Unis décollent, il arrive à son altitude de croisière, les 3 réacteurs s'arrêtent, les 3. Ouais. Pourquoi ? Parce que le gars qui devait changer les bouchons de carter d'huile, eh bien, il les a remplacés dans l'obscurité et il n'a pas remarqué qu'il y avait des joints qu'il n'a pas mis. Ouais. Et donc, l'avion décolle et que se passe-t-il ? Le carter commence à pisser l'huile. Et donc, donc l'avion il décolle, il vole très bien, et puis la quantité d'huile baisse, et puis au bout de 15-20 minutes, c'est zéro. Et là, les réacteurs s'arrêtent les uns après les autres. Et ils ont pu atterrir quand même, parce qu'ils ont réussi à démarrer l'un des moteurs et atterrir de justesse avec. Ouais. Comme quoi, ça tient à rien. Ouais. Petite question oui, si, c'est une question de Skypilot FR qui demande pourquoi est-ce que Aldo n'est pas devenu pilote ? Je pense qu'il s'y connaît mieux que certains pilotes. C'est gentil de dire ça, mais c'est juste tout simplement un concours des circonstances. C'est juste concours des circonstances. C'est juste j'ai été pilote au mauvais moment. Quand j'ai fini ma formation, on était au début des années 2000. On était après, en septembre 2001. Les compagnies à l'époque ne recrutaient personne. Ça recrutait pas, ça virait plutôt. L'aviation avait traversé plusieurs années de noir. C'était pas comme maintenant où ils disent on est en crise, venez. Je parle des fois à des gens aujourd'hui, ils finissent une formation littéralement, et ils arrivent, ils sont sur Airbus à droite, et puis voilà, et c'est parti. Ouais. À mon époque, c'était pas ça. À mon époque, c'était impossible de trouver du travail, le marché était mort, d'autant plus qu'il y avait moins de compagnies aériennes qu'aujourd'hui. Si on est au début des années 2000, il n'y a pas autant de compagnies qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on en a plein, on en a foison. J'ai presque envie de dire, si aujourd'hui j'ai envie de devenir pilote dans une compagnie aérienne, j'aurais mes chances, alors qu'à l'époque, je ne les avais pas. Donc j'ai dû réorienter ma vie sur autre chose. Et donc, j'irais même plus loin, et pourquoi pas instructeur aussi ? Tu as l'air de t'y connaître aussi comme il faut. Tu as l'air de savoir comment il faut être instructeur. Oui, je pourrais peut-être, oui, ce serait une bonne idée. Je pourrais peut-être. Je sais, j'ai un ami qui a une école d'aviation. Il
Il a une école d'aviation qui marche très bien, en Algérie d'ailleurs. Et il n'arrête pas de me dire, viens, on a besoin d'instructeurs, viens nous aider, viens donner un coup de main. Donc peut-être qu'un jour, j'irai là-bas donner des cours d'aérodynamique, mécanique du vol ou autre. Il y a notre ami Christophe Simon qui est en Angleterre, qu'on avait eu aussi, là, qui fait un peu de voltige et qui faisait du Tiger Moss, il me semble aussi. Ah d'accord. Oui. Donc ça serait intéressant, il est pas loin de Londres. Ah oui, ok. Il est dans le club des Tiger Moss, là où il y a le... C'est le prince Charles hein, qui volait aussi là-dessus, je crois. Ok, non, je vais regarder, oui, un avion mythique, le Tiger Moth. Ouais, Tiger Moth. En fait, je vole dans un club là, près de Londres, et honnêtement, je suis dégoûté. Je n'ai pas volé depuis plusieurs mois. La raison, c'est que c'est cauchemardesque de voler au Royaume-Uni, en particulier près de Londres. Parce que quand on décolle, on a tout de suite les zones terminales de Heathrow, on a plusieurs avions, on a plusieurs zones interdites, des zones restreintes à cause du bruit, on a des zones militaires. Je veux dire, quand on regarde la carte, c'est pas... quand je regardais la carte en Algérie, par exemple, bon, j'avais l'espace aérien et des endroits où c'est interdit de voler. Ici, c'est plutôt le contraire. Ici, il faut dire, OK, où est-ce que j'ai le droit de voler? Alors, on a un petit cylindre ici, on a une petite ligne ici. Je veux dire, c'est très, très dur. Et en plus, il y a pas mal de micros. Ça signifie qu'il y a beaucoup de... Tous les petits aéroclubs ou les petits aérodromes sont en conflit avec le voisinage. Parce que les gens achètent des maisons près de l'aéroclub et après, ils veulent le fermer. Oui, parce que c'est pas cher. Oui, parce que c'est pas cher. Justement, la maison est moitié prix. Mais bon, maintenant, je veux le fermer, comme ça, ma maison va doubler de prix. Et ils installent des micros. En France, ouais. Ils installent même des micros. Ouais. Et donc, ils ont des micros dans leur jardin. Et puis, voilà, ils font des constats d'huissier et tout ça. Je veux dire, on peut passer à 100 pieds en dessous de l'altitude, où on a le régime un peu trop élevé et autres, et c'est la lettre recommandée qui arrive, quoi. Ça devient fou. Et là, en France, c'est en train de changer. Hein. J'ai vu qu'il y avait une loi qui avait passé, comme quoi, quand les gens ils s'installent quelque part, ils sont obligés d'accepter ce qui est, quoi. Oui. Et il y a une loi qui dira, c'est interdit de te plaindre, hein, parce que tu étais au courant. Oui. Voilà. Oui, c'est du bon sens. C'est du bon sens, absolument. Exactement. Absolument. C'était surtout par rapport au... Il y avait beaucoup de Parisiens qui se plaignaient quand ils partaient à la campagne parce qu'il y avait le coq qui chantait, parce qu'il y avait la ferme avec les vaches, ça puait la bouse. Donc ils arrivent là, ils ont leur petite maison de campagne, ils sont bien contents, mais par contre les inconvénients. Donc du coup, ils cherchaient à embêter l'agriculteur, ils embêtaient tout le monde autour d'eux parce que... Ils avaient le temps, moi je dis. Il y a une loi qui est en train de se faire là, apparemment. Ils avaient du temps à perdre. C'est bien. On a besoin d'un peu de bon sens quand même dans ce monde. Hein. Le clocher du matin, oui, c'est ça. On salue. Alors, il y a Elodie Kodawari qui vient d'arriver. Il y a Julius 83 aussi qui vient d'arriver. Deux petites réactions. La première, c'est Clé Mormand qui dit la meilleure mauvaise maintenance que tu aies pu traiter, Aldo, c'est le Beech 1900D avec les câbles de commande de profondeur qui ne permettaient pas de faire piquer la gouverne de plus de 7 degrés. Tu nous rappelles un petit peu vite fait ce cas? Oui, c'était un cas aux États-Unis, un Beech 1900D, et justement il y a eu une maintenance sur les câbles, donc ils ont changé les câbles, mais la tension des câbles qu'ils ont placés n'était pas correcte. Donc c'était une boucherie comme maintenance, et malheureusement aux États-Unis comme ailleurs, on va trouver énormément d'ateliers qui travaillent avec du personnel sous-qualifié, avec du personnel qui n'est pas à la hauteur, hein, qui n'a pas les bonnes formations, tout ça. Et donc, la gouverne de profondeur, elle ne permettait pas, elle n'avait pas assez de jeu en piqué. Alors, l'avion a fait, je crois, quelques vols quand même, si mes souvenirs sont bons, sauf qu'un jour, il a décollé, mais le centre de gravité était un peu plus en arrière que d'habitude. Ouais. Et ce jour-là, au moment où il a décollé, il a commencé à se cabrer. Ouais. Et donc, le pilote... C'est pas au moment où en fait la roulette de nez elle est rentrée, comme elle rentre vers l'arrière, elle a reculé d'un poil en fait le centre de gravité en dehors de l'enveloppe. Et j'avais entendu parler de ça en fait, c'était la roue qui était rentrée. Donc du coup ça avait reculé. Vers l'arrière, possible, faut que je regarde le rapport encore une fois. Mais le centre de gravité, à mon souvenir, le centre de gravité était très en arrière et je crois même qu'il était indépendamment des câbles, je crois que même il était un peu trop en arrière, c'est en dehors de l'enveloppe. Et donc, Et en fait, c'est parce que c'est là où, en fait, aux États-Unis, ils ont changé parce qu'en fait, ils prenaient des forfaits pour le poids des passagers. Oui. Et voilà, ils prenaient des forfaits. Et en fait, on sait que il y a un peu plus d'obésité que d'habitude depuis quelques années aux États-Unis, puis ça arrive en France. Et donc, du coup, les calculs étaient faits avec le forfait, avec des gens qui sont beaucoup plus lourds que normal.
Donc voilà, ça avait dépassé un peu le centre de gravité, enfin l'enveloppe, et au moment où la roue est rentrée, ça a reculé encore un peu plus le centre de gravité. Donc l'avion a cabré, et là en plus il y avait ce problème de maintenance au niveau de la gouverne de profondeur, et le pilote n'a pas pu pousser, il a décroché, il est venu s'encastrer dans un hangar, parce qu'il y a eu des gens au sol aussi qui sont morts aussi. Ouais. Ouais, il a tapé contre le coin du hangar, ouais. Ok, on salue Speedbird 612 qui vient d'arriver, on lui fait coucou. Il fait de la simulation, lui, sur sa chaîne. Tout s'accumule, c'est-à-dire qu'à chaque étape de l'exploitation d'un avion, à chaque étape, il faut vraiment prendre son métier au sérieux et puis vraiment tout faire sérieusement, quoi. Ouais. Ok. C'est pour ça que les autres métiers copient sur l'aviation, parce que justement, l'aviation, elle met en place justement des choses où on est obligé de bien faire au sérieux chaque chose, quoi, chaque étape. Oui, absolument. Chaque étape, et je me rappelle le niveau de détail qu'on avait, par exemple, dans ce premier avion à l'aéroclub en Algérie, mon instructeur qui était un retraité, il me disait, par exemple, si je voulais régler le QNH sur l'altimètre, je envoie ma main vers l'altimètre, et puis je veux régler le QNH, il me dit, tu tourneras dans quel sens ? À gauche ou à droite ? Et il voulait que je tourne chaque bouton du bon côté, les yeux fermés. Il voulait pas ce coup où on tourne dans un sens, on dit ah non là c'est en train de diminuer donc il faut tourner dans l'autre sens, ça augmente. Que ce soit pour les fréquences, n'importe quoi, il voulait voir un mouvement toujours net, clair et précis. C'était l'ancienne école. Ah oui, sans se tromper. Ouais, c'est sûr. Non, oui, mais c'est ça, mais c'est une école du bon sens qui devrait rester aujourd'hui et c'est pas le cas. Et c'est là l'origine du scandale en fait. Ouais. Et ce que les gens comprennent pas, c'est que effectivement, tourner le QNH dans un sens ou dans l'autre, ah ben non, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre, il n'y a rien de grave. Par contre, le fait que ton instructeur te dise de faire comme ça, de savoir exactement dans quel sens il faut tourner, ça apprend les personnes, les gens, à faire très correctement les choses. Donc à prendre conscience, d'avoir une vraie conscience de faire chaque action en fait. La conscience, oui, c'est ça. C'était cette conscience. Et je me rappelle la première fois de ma vie que j'ai commandé du carburant, j'avais appelé la compagnie, là, bonjour, voilà ce que vous pouvez me ramener, tant de F-gas 100, etc. Il dit, ok, on vient. Quand ils sont venus, bon, le camion s'est garé, et là, j'ai mon instructeur qui est venu m'appeler. Il m'a dit, toute ta vie, quand on avitaillera ton avion, tu seras debout devant et tu regardes. Et tu observes et tu vérifieras que ça se fait correctement. Et tu vérifies qu'on met le bon carburant. Tu vérifies qu'on te facture correctement. Tu vérifies qu'on respecte ton avion. Qu'on ne marche pas n'importe où. Qu'on le met à la masse et tout. Tous ces détails, tu vas les vérifier. Ouais. Et après c'était un motif sérieux de... on se faisait taper sur les doigts si on n'était pas là et on ne supervisait pas les opérations. Plus tard, ensuite, j'ai un ami qui est mort parce qu'il avait un avion bimoteur. Il était à l'aéroport, un aéroport très sérieux, on parle de l'aéroport de Zurich. Commandé du carburant, ils ont ramené du jet A1. Alors que son avion, il avait des moteurs à piston. Ah oui. Ouais, et puis lui, comme il pleuvait et comme il faisait tout, parce qu'il avait créé sa petite compagnie aérienne, il était un peu l'homme orchestre. Donc pendant qu'ils avitaillaient, lui était dans le cockpit en train de remplir plein de paperasses. Alors, la vie du pilote est faite de paperasses. Et donc, après, on lui a donné le reçu. C'est écrit Jet A1. Il a signé. Sans le lire. Je veux dire, merci, au revoir. Et ce jour-là, à l'aéroport de Zurich, des fois, la loi de Murphy, à l'aéroport de Zurich, il n'y avait pas d'attente. Ça veut dire qu'il était garé dans un endroit tout près de l'entrée de la piste. Et il n'y avait personne qui décollait avant lui. Donc, il a démarré. Et il est parti vers l'entrée de la piste. Et le dernier clou dans le cercueil, c'est qu'il n'a pas fait le point fixe. Ah oui. Ah oui. Parce que normalement, on décolle jamais un avion, sans s'arrêter, voilà, les magnétos. Et ses moteurs. Et ces moteurs, on est obligé de les faire ralentir, tout ça, on est obligé de faire. Lui, probablement, il s'est dit, ça c'est bon quand on est à l'aéroclub, mais maintenant on s'en fiche. Et c'est aligné, il a décollé. Il décolle, il arrive à 100 pieds sol. Premier moteur qui tombe en panne, le temps de comprendre, le deuxième moteur tombe en panne. Donc 2 moteurs qui s'arrêtent. Parce que les moteurs à piston, quand on leur met du jet A1, c'est comme si on met du diesel dans une voiture à essence. À l'instant où il arrive le diesel, terminé. Le moteur il s'arrête. Dans l'autre sens, c'est moins grave.
Quoique, je suis pas en train de dire faites-le, mais dans l'autre sens. Non, ne le faites pas. Non, ne le faites pas, c'est pour ça à la maison. Mais dans l'autre sens, le moteur tourne. Les moteurs diesel ils tournent, mais ils font des pétarades, ils crachent des feux et tout ça. Mais c'est on va dire, voilà. Ben, les deux moteurs sont arrêtés net. Ouais. Et encore ce qu'il a tenté de faire, alors qu'il y avait des champs devant lui, il a tenté de faire demi-tour pour revenir sur la piste. Le fameux demi-tour qui tue. Eh oui, le demi-tour qui tue. Combien de personnes sont dans les cimetières à cause de ce demi-tour? Combien de personnes? Ce demi-tour, quand on décolle, n'est pas possible. C'est fini. C'est fini. Et il y a d'ailleurs un dicton très important dans l'aviation. Il dit quoi? On ne peut pas compter sur la piste qui est derrière soi et sur l'altitude qui est au-dessus de soi. Oui. Ça, voilà. C'est derrière et au-dessus, alors que l'avion, lui, il va devant et en bas. Donc, c'est ça, le demi-tour qui bouffe tellement d'altitude, évidemment. Évidemment. Oui, il bouffe de l'altitude. Et en plus, il y a aussi autre chose avec ce demi-tour, c'est qu'il y a le vent, parce qu'on décolle toujours vent de face. Mais pendant qu'on est en train de tourner, le vent, il fait quoi? Il va shifter. Donc, il va venir au vent de dos. Il va falloir prendre plus de vitesse pour compenser que le vent a changé maintenant de 180 degrés. Si on avait une composante de 10 nœuds de face, maintenant, on a une composante de 10 nœuds au dos, quand on a fini de faire son virage. Oui. Comment compenser ça? C'est 20 nœuds de différence de delta. Eh ben, il va falloir prendre de la vitesse. Mais comment on n'a pas de moteur? Comment prendre la vitesse? À part pousser plus, et comme on est bas, boum. Et comme on est bas, voilà quoi. Et plus le virage lui-même, de toute façon, va bouffer. Même sur un avion qui a un moteur, au moment où on prend le virage, on est obligé de rajouter des gaz, sinon il descend. Et si on n'a pas de gaz, on fait quoi? Et je veux dire, le virage, ce demi-tour-là, même s'il est largement instinctif, il est mortel. Au moment où on décide de le faire, voilà. Est-ce que selon toi, ce sont des choses que, je sais pas moi, peut-être un syndicat de pilotes ou un groupement, les gens devraient se regrouper pour dire, bon voilà, on a constaté, il y a tout ça, et ça, faudrait que ça remonte aux autorités pour modifier en fait les programmes de formation et peut-être porter beaucoup plus l'attention des instructeurs et des élèves pilotes sur ce genre de choses pour faire évoluer les procédures? Je pense que, honnêtement, ces choses-là doivent probablement exister dans le programme. Sauf que le programme, on ne l'enseigne plus. Les gens apprennent les QCM et ils vont aller cocher des cases. Je veux dire, voilà, parce qu'ils veulent vite aller vers le... Voilà. Ça, c'est des choses qui se discutent, mais il faut imposer. Moi, ce que je pense... Par exemple, j'ai passé mon permis de conduire en Allemagne avant de venir au Royaume-Uni. Enfin, je l'avais commencé en Allemagne. En Allemagne, les cours théoriques sont obligatoires dans une salle. Il y avait, je crois, 15 ou 20 heures obligatoires avec un instructeur. Il devait signer chaque présence. Ce qu'on devrait faire, par exemple, c'est dire, pour le PPL, il faut tant d'heures de cours théoriques conduits par un instructeur. Et ça, l'instructeur met à chaque fois sa signature, il y a un stamp et tout. Et c'est ça qui permet d'aller à l'examen. Oui, bien sûr. On a des compagnies IT, on a des compagnies technologiques, d'informatique. On ne peut pas aller à leur examen si on n'a pas justifié un certain nombre d'heures de formation dans un cours approuvé. Alors qu'on peut faire un PPL sans jamais avoir vu un instructeur de sa vie. C'est fou, hein. C'est fou. C'est dingue. C'est fou. Ok, on a encore pas mal de questions qu'on va garder peut-être pour la dernière séquence de l'émission, puisqu'il est déjà 55 même. On va tourner la dernière page de l'émission, donc la remise de gaz, fort aux questions, et on termine tous ensemble cette belle émission de ce soir avec Aldostérone qui était avec nous. Donc, jingle. Claude Welker qui dit « Ça fait bizarre de voir Aldo en dehors de sa voiture. » Mais il ne vit pas dans sa voiture non plus. Vous nous faites rire. Alors, il y a quelques réactions. J'ai vu des vidéos, là. T'es dans un avion des fois aussi. On te voit sur le siège, là, avec le hublot à côté. C'est mon studio, là. C'est mon studio. D'accord. Alors, moi, j'avais une question par rapport à ce studio. Comment est-ce que tu as fait pour pour récupérer un morceau de carlingue comme ça, la faire livrer? Ça doit être toute une aventure. Ah, c'est toute une aventure. Bon, le morceau de carlingue, il est venu, on me l'a livré dans un camion avec il est 2 palettes. D'ailleurs, j'ai les 2 palettes. Je vais les vendre à quelqu'un qui va les brûler dans sa cheminée. Ça, c'est un morceau d'un Embraer, en réalité,
qui a été découpé en tranches parce que voilà, il a fini son potentiel de vie. Les sièges, c'est des sièges d'Airbus A320 de EasyJet. Okay. C'est quelqu'un à l'autre bout du pays, en Pays de Galles, qui me les a vendus. Et j'ai dû louer un fourgon, un énorme fourgon. Et j'ai été les chercher. C'est la première fois que je conduisais un fourgon de cette taille. Ils ont une prise au vent extraordinaire. J'avais l'impression de piloter un avion. Je voulais juste avoir des palonniers parce que ça partait dans tous les sens avec le vent. Ah d'accord, bon bah voilà, vous avez la connaissance des origines du studio. Alors, quelques petites questions. Première, je vais les prendre pas dans le désordre, mais de manière un peu aléatoire. Veni 833, beaucoup d'erreurs arrivent souvent sur des excès de confiance dans divers métiers. Est-ce que c'est ton point de vue ? Je suis absolument d'accord. Il faut beaucoup d'humilité. Et les meilleurs pilotes que je connais sont des gens extrêmement, extrêmement humbles. Voilà. Petite participation de Speedbird 612 avec sa chaîne de simulation. Je pense que peut-être les modérateurs peuvent faire un petit shoot-out pour Speedbird 612. Merci. J'ai pu voir presque toutes les vidéos de Monsieur Stéron et c'est un plaisir. Merci Speedbird 612. Speedbird, c'est le call sign de British Airways. Merci Speedbird 612. Autre petite réaction de Avialex 737. La meilleure vidéo d'Aldo est sans la moindre concurrence celle où il revient sur le dramatique crash du fameux Air France 447. La façon avec laquelle il a expliqué le crash, les lois de vol de l'Airbus A330, c'est juste magistral. Merci beaucoup. Oui, parce que j'ai dû aller dans le détail parce que je sais que comme c'est enseigné aux pilotes, les lois de l'Airbus sont un petit peu simplifiées. Tout simplement parce qu'on veut être user-friendly, on ne veut pas trop leur casser la tête. J'ai dû aller un peu plus dans le détail des lois qui sont derrière le fonctionnement de l'Airbus. Et ça, c'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à préparer, mais j'ai beaucoup, beaucoup apprécié la délivrer. Elle a été extrêmement bien reçue par le public. Mais sauf qu'elle était un peu trop compliquée pour beaucoup. Hein. C'était un cas d'école, on peut le dire, ce fameux Air France 447, parce que il a modifié considérablement la réglementation actuelle. Oui, il a permis de revenir aux bases quelque part, parce qu'il n'y a rien de nouveau en réalité. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai remarqué une glissade dans le mauvais sens ces dernières années. Quand je parle à des pilotes d'Airbus, ils sont de plus en plus en train de reprendre le discours pré-Air France 447. Ça signifie des pilotes qui disent que l'Airbus ne décroche pas. Il y en a à foison. Pourtant, l'Airbus, c'est un avion. Avant d'être un Airbus, c'est un avion. Donc, il vole avec l'aérodynamique comme vole un Boeing ou comme vole un Lockheed Constellation. Il n'y a pas de différence. C'est les mêmes principes physiques. Il est plus lourd que l'air. Donc, il peut décrocher, il peut tomber. C'est pas parce qu'on met un logiciel dans un avion qu'il ne va pas décrocher. Oui. Voilà. Ouais. Il peut décrocher. C'est vrai qu'il a des protections contre le décrochage. Sauf que, voilà, ça peut arriver qu'il décroche. Mais c'est très rare, heureusement. Alors, chacun a son petit avis là, sur la question. Il y en a qui disent non, la meilleure, c'est sur les tours de piste en A320 où les SecFac et ELAC lâchent les unes derrière les autres. Donc, chacun a son petite idée de sa meilleure vidéo. Les vidéos d'Airbus sont toujours très différentes parce que celles des Boeing, on est en train de parler d'huile et d'essence et de poulies et de câbles et de renvois, alors que celles d'Airbus, il n'y a pas ça du tout. Quand on parle d'Airbus, on est en train de parler de programmation, on est en train de parler d'ordinateur, de logique, d'algorithme et tout, et c'est complètement un autre monde. Ouais. Tu as déjà visité des usines comme ça d'Airbus ou de Boeing? Tu es déjà allé voir? Non, j'ai pas visité des usines. J'aimerais bien visiter. C'est vrai que ça me ferait plaisir de voir un peu de l'intérieur comment ils font, mais j'ai pas visité. Mais parmi les gens qui me conseillent, des gens qui travaillent dans des usines Airbus et Boeing, ouais. Ok. C'est Vito Alvarez qui qui nous partage ceci. Bonsoir, je dois partir en vacances au mois de septembre et prendre l'avion. Un Boeing. Ma femme commence à avoir peur des Boeing, du coup elle veut pas partir. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à notre ami? Non, il faut pas. Franchement, j'ai parti en vacances très récemment et ces vacances impliquaient 4 vols. Les 4 étaient sur Boeing 737 et franchement, il n'y a aucun problème. Ça vole très bien, c'est très confortable. Il n'y a aucun souci avec le 737. Il ne faut pas trop focaliser sur les médias. Sinon, si on regarde à l'époque de l'Air France 447, après le crash, les gens avaient peur de l'Airbus à l'époque.
Et après, ça a changé. Maintenant, c'est le Boeing. Et puis, un jour, on aura peur d'autre chose. Il ne faut pas focaliser sur ça. Le Boeing est un avion extrêmement sûr et qui vole super bien et je le prends régulièrement. Voilà. Ouais, faut faire attention aux médias parce que bon, là, dernièrement, on a l'impression que le Belém, avec la flamme, il a fait 10 allers-retours entre la Grèce et Marseille, quoi. Ouais, mais c'est pas grave, il brûle pas de pétrole. Eh oui. Mais voilà, alors qu'il n'a fait qu'un aller, quoi. Il y a encore des questions qui arrivent et ça fait bien plaisir. Cette question de Julius83. Aldo, que penses-tu du tapage écolo actuel contre l'aviation ? Les écolos, j'en ai même vu qui vont dans des musées, qui prennent des toiles qui ont été peintes il y a 300 ans et qui vont aller mettre de la peinture dessus. Donc, l'écologisme tel qu'on le voit aujourd'hui n'est pas un humanisme. C'est quelque chose qui est allergique un petit peu à toute forme d'activité humaine. Ouais. Ils veulent, même l'art, ils sont contre. Même un tableau qui ne fait pas de bruit, qui n'a pas de réacteur, ben, ils voudraient le détruire et le brûler. Donc, franchement, ces gens sont dans une vision nihiliste plus qu'autre chose. Et bon, l'aviation, c'est clair que c'est une cible facile, c'est tout. Donc on tape sur l'aviation, mais on tapera sur les motos, sur les voitures, on tapera sur le chauffage, sur la douche, sur la viande. Si on les écoute, on doit revenir au Moyen-Âge, quoi. Voilà. On a l'impression qu'avec eux, ce sera la fin du monde là, dans 15 jours à cause de la pollution, quoi. Absolument, ils n'arrêtent pas d'avoir des prophéties apocalyptiques depuis des décennies. Il n'y en a aucune qui a marché, vraiment aucune. Mais ils ont des prophètes qui leur font peur, qui jouent sur leurs inquiétudes, qui jouent sur leurs angoisses, et parce que ça vend, parce que voilà, ça permet de manipuler des masses. Mais il faut qu'ils arrêtent un petit peu parce que... Je veux bien croire. Je veux bien croire au réchauffement climatique, je veux bien croire à tout ça. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bagnoles. Mais bon... On est en train de faire ce qu'il faut pour justement pour éviter justement les moteurs à explosion, etc., etc. Bon. Oui, c'est le fer de lance des constructeurs actuels. On va y arriver petit à petit. Après, la nature, elle est super bien faite. Elle reprend toujours ses droits, la nature. Absolument. Donc. Et franchement, j'ai une bonne nouvelle pour nos amis écolos. Il y a des millions de planètes dans cet univers. Et elles sont toutes absolument préservées à 100%. Elles sont à l'état naturel. Oui, Mars, par exemple. Mars, toutes les planètes. Alors, la Terre, c'est là où nous vivons. Donc, c'est vrai que c'est qu'une seule planète sur 10 milliards. Donc, c'est rien du tout. Voilà. T'as raison. On les envoie sur Mars, ils seront heureux. Alors, sur ces bonnes paroles, oui, Skypilot FR, quel est le secret de Aldo pour être autant hypnotisant quand il fait ses vidéos ? On veut des détails. Je savais pas que j'étais hypnotisant, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent j'écoute tes vidéos avant de dormir et ils me disent tu m'endors. Alors je sais pas si c'est est-ce que c'est un compliment ça? Voilà, je sais pas trop, mais ils me disent non, je te rassure, c'est un compliment parce que tu me relaxes et tu me permets de m'endormir. Ok, why not? C'est pas le but de la vidéo à la base, mais si ça peut te servir à t'endormir et à te relaxer, pourquoi pas? Lord Gibus, personnellement, je suis très peu utilisateur d'avions et je vois bien que vous tous les utilisez souvent. Est-ce que vous trouvez ça normal? Lui, il pense que non. Moi, je trouve ça normal. Je veux dire, j'ai un ami, il a un jet privé. Des fois, il le vole pour ramener les shopping de son patron, quoi. Je veux dire, il faut. Si moi, quand je suis dans un avion, il y a 100 personnes à l'intérieur. Et là, on parle d'avions qui vont voler, on parle de biréacteurs, de triréacteurs qui vont voler, des fois, avec du shopping. Voilà, bon, avec des sandales Louis Vuitton. Donc, les gars, je veux dire, laissez-nous vivre, quoi. Nous, allez leur parler. Allez parler à ces gens, allez parler à ces riches. Oui, voilà. Oui, allez leur dire, parlez-leur. Voilà. Moi, j'ai pris Ryanair, c'est bon, ça va. Benny FR33 qui nous pose une question. On salue Dioxouille2 qui vient d'arriver aussi. Et j'ai chaud 12-17. Benny FR33, peut-être est-ce indiscret, mais que fait Aldo comme métier? Non, mais il n'y a rien d'indiscret. Je veux dire, je ne serais pas en ligne si je voulais de la discrétion. je ne serais pas là. Donc, non. En fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je vis de mon activité en ligne. Jusqu'à il y a un peu plus d'1 an, j'étais dans la cybersécurité, dans la sécurité informatique.
D'accord. J'étais dans le milieu corporate, j'étais très bien payé, je gagnais bien ma vie, mais j'étais trop stressé, trop flippé de la vie. J'avais besoin de relaxation, j'avais besoin de prendre de la distance, je voulais plus de burn-out dans ma vie, plus de stress, plus de collègues qui me tapent sur le dos, tout ça. Et donc j'ai quitté ce milieu. Et aujourd'hui, je suis très heureux de ce que je fais. J'écris des livres, je fais des vidéos, je fais du consulting avec des gens. Il y a des gens qui viennent me consulter. Bon. Ça peut être une question de vie, ça peut être une question professionnelle, ça peut être une question technique, ça peut être le gars qui veut créer sa start-up. Voilà. Je vends des consulting. D'accord. Voilà. Ok. Bon bah voilà, ça répond à ta question. J'ai chaud. Que pense Aldo des morts mystérieuses des lanceurs d'alerte chez Boeing? Alors j'ai l'impression que Boeing va bientôt remplacer les Clinton. Dès qu'on en sait trop sur Boeing, on meurt. Alors moi je veux dire au public que j'aime bien Boeing, je sais rien du tout sur Boeing et vive Boeing, voilà. Ah voilà. Ouais, au moins, ça résout le... Ouais, sécurité oblige. Sécurité oblige, voilà, je suis obligé de dire ça. Voilà, j'ai fait passer ce message dans l'intérêt des familles. Voilà. Merci beaucoup, Aldo, de proposer de telles vidéos. Ça fait énormément de plaisir de regarder tes vidéos. Je les regarde au restaurant, chez ma famille, à l'école. Je ne peux pas arrêter de les regarder. Il y a des fans, hein. Merci. La seule chose, j'aimerais demander quand même quelque chose, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a regardé une de mes vidéos sur une tablette grand format dans un avion, en vol. Devant les autres passagers. Donc, ok. Oui. Écoutez, je sais, j'apprécie que vous transportiez mes vidéos partout. Je reçois même des vidéos depuis des cockpits des fois qui me disent regarde, des fois j'ai reçu des appels live depuis un cockpit. Hey, salut, regarde, on est au-dessus de la Mongolie, on regarde ta vidéo dans le cockpit, on voulait te dire bonjour. Ok. Par contre, n'exposez pas ça aux autres passagers, s'il vous plaît. Ouais. Pas dans une salle d'attente d'un aéroport ou dans un avion, quoi. Ouais, c'est ça. Ça me rappelle quelqu'un qui était rentré dans, je crois que c'était un 737, où il y avait pas mal de gens qui flippaient, ils avaient peur d'être là-dedans, et au moment où ils ferment la porte, il y en a un qui hurle en disant « Ça y est, ils ont fermé le cercueil !» Et alors là, on imagine le grand blanc au milieu de l'avion. C'était... ça a jeté un froid. Mais bon. Absolument, absolument. Humour noir. Dernière question. Alors, c'est Avialex qui la pose. Dernière question pour Aldo. À quand une rencontre abonnée? Ça, c'est une très bonne question. Oui, il faudrait que je fasse une rencontre abonnée. J'en ai fait une l'année dernière. C'était à Chartres. Il va falloir une grande salle, hein? Mais il fallait une grande salle. En fait, pour être honnête, on avait une grande salle qui nous a été annulée. Puis après, on a trouvé une autre grande salle qui nous a été annulée également. Ah. Ouais, les mairies, les préfectures, oui, on n'est pas sûr. Nous, on a peur des trucs qui s'organisent en ligne et tout ça. J'ai l'impression que beaucoup vivent dans les années 80, je sais pas. Ouais. Donc, oui, je pourrais organiser potentiellement, mais l'année dernière, j'ai morflé un petit peu. J'ai vu que c'est très dur à organiser. Il faudrait qu'on voit, parce que si nous on arrive enfin à organiser notre petit fly-in de la zone aéro, peut-être cet été ou l'été prochain, pourquoi pas faire un truc en commun et discuter tous ensemble et faire quelque chose de sympa. Bah absolument, je viendrai avec plaisir. S'il y a quelque chose d'organisé, moi je viens avec plaisir. J'aime bien aller à la rencontre des abonnés. Le seul moment où je vais éviter la France, ce sera pendant les Jeux Olympiques. Sinon, je viens. Ah bah parfait. En plus, là, à Garon, je crois qu'il y a des lignes directes pour l'Angleterre, donc c'est pratique. Donc oui, on a parlé, donc on a posé cette question, et puis on va terminer par cette question de Julius83, ou plutôt un témoignage, qui dit « Bonjour Aldo, c'est Julien. Un petit coucou du Var, où je viens de passer 4 heures en simulateur sur A320. C'est grâce à toi que ma passion se concrétise. Je râle car il n'y a plus beaucoup de vidéos d'aviation. » Ah bah bravo, moi je lui dis bravo, et ce qui est extraordinaire, c'est que ce canal d'aviation a suscité énormément d'intérêt pour l'aviation. Ça signifie que de manière contre-intuitive, on aurait pu penser que les gens qui vont regarder 200 vidéos d'accidents vont se dire « moi je ne veux pas devenir pilote, je ne veux pas prendre l'avion ». Ah bah, c'est le contraire qui est arrivé. Énormément de gens me disent « j'ai regardé tes vidéos, j'ai commencé une carrière, je suis dans un aéroclub, je veux devenir pilote de ligne, je suis devenu pilote de ligne ». Et franchement, je lui dis bravo, bravo pour ce qu'il a fait. Ben voilà.
En plus, c'est un beau témoignage pour clore un petit peu l'émission de ce soir avec Aldo qui était avec nous et qu'on remercie une nouvelle fois d'être venu nous voir. Et puis, si Ouais. Alors, Julo, il va pouvoir reposter le lien de la chaîne, évidemment, dans le chat, comme ça vous avez un accès direct et vous pouvez aller vous abonner. French Aero sait comment faire plaisir avec ses recommandations, puisque visiblement, Doxouille 2 Car, qui nous a rejoint tout à l'heure, t'as découvert par ce biais-là, French Aero. Et voilà. Super. Ok. Alors on termine, on va clôturer donc les questions. Si l'émission vous a plu, bien évidemment, ou si vous l'avez pris en cours de route, vous avez le replay pour les abonnés Twitch à partir de la fin de l'émission là et pendant 14 jours. Et ensuite ce sera transféré évidemment sur la chaîne d'archives de la Zone Aéro, la chaîne YouTube, bien entendu. Et puis voilà, on retrouve Aldo dans 2 minutes pour le mot de la fin. Et dans un instant, ce qu'on va faire, c'est que on va parler ensemble du programme à venir de la Zone Aéro. Allez, on le fait apparaître ici. La semaine prochaine, le 15 mai 2024 à 20h30, comme d'habitude, on rencontrera une figure un petit peu de l'armée de l'air et de l'espace, puisque c'est une des anciennes pilotes de chasse, puisque nous aurons le plaisir de recevoir Marion Buchet, qui a été à la fois pilote de chasse sur Mirage 2000, mais aussi instructrice à l'école d'aviation de chasse à Tours notamment. Vous pourrez lui poser votre question sur la chasse au féminin, sur sa carrière, sur tout ce qu'elle a pu faire, et puis son expérience militaire. Donc semaine prochaine, Marion Buchet dans la Zone Aéro, ça va être un moment aussi assez sympa, et on aime vous faire découvrir des personnalités justement, et rencontrer de nouvelles personnes, des nouvelles facettes. Ensuite, c'est Nico qui nous a trouvé un constructeur d'avions. C'est Thierry Roussel qui est constructeur d'un Nieuport 28 et qui sera avec nous le 22 mai à 20h30. Donc Nico, il va te donner des conseils pour construire ton futur avion. Voilà, exactement. C'est pour ça que je l'ai invité. Et ben voilà. Donc retenez cette date, 20h30, Thierry Roussel, le 22 mai. Et on terminera le 29 mai. On ira dans un Boeing, puisque nous aurons le plaisir d'accueillir avec nous Lucie Tost, qui est copilote. Elle a commencé sa carrière il n'y a pas très longtemps, 2 compagnies déjà à son actif, et elle est donc copilote sur Boeing 737. Elle nous partagera son quotidien, son métier, elle nous partagera son expérience, peut-être sa formation. Vous pourrez lui poser des questions pour savoir comment elle a vécu tout ça. Et donc ce sera le 29 mai à 20h30 avec Lucie. Voilà, Julius83, bravo les gars, merci à toi Julius, hein. Merci à toutes et tous, hein. Vous voyez qu'il y a aussi, alors il y a des chaînes de personnes talentueuses comme Aldo sur YouTube, et d'autres aussi, hein, parce qu'il commence à y avoir de plus en plus de chaînes sur l'aviation, mais il y a aussi sur Twitch, et nous on est aussi là pour faire passer aussi les bonnes paroles, et puis discuter, rencontrer, échanger, donc voilà. Bonsoir, j'ai regardé, c'est qui est-ce qui vient d'arriver? C'est Alice Transport qui vient d'arriver. Bonsoir, j'ai regardé toutes les vidéos d'Aldo, j'ai pris l'avion ce mois-ci, figurez-vous que je n'ai pas eu peur une seconde. Ça aussi, c'est un beau message. Super, ça me fait très plaisir d'entendre ça, oui. En fait, des fois on remplace l'angoisse qui vient de l'inconnu, on la remplace des fois par une sorte de peur qui est plus gérable que l'angoisse. Voilà, j'essaye de montrer aux gens, vous pouvez avoir peur de ça, mais vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ça. Comme la PTU, par exemple, d'un Airbus A320 qui fait du bruit, t'inquiète pas pour ça, c'est normal. Et là, il dit, ah oui, ça m'inquiétait, maintenant je vois que ça va, c'est normal. Ouais, en plus il précise, il dit, post-scriptum, c'était un vol Air Algérie et une femme aux commandes. Ok, j'ai pas de souci avec ça. Bah voilà, Alice Transport, tu pourras avoir une copilote le 29 mai avec Lucie, qui sera là, qui est copilote sur 737. Voilà. Bon, les amis, on va se quitter. Aldo, on va te laisser le mot de la fin avant de clore l'antenne. Et puis, de toute façon, on se recapte un petit peu après le générique pour débriefer de l'émission. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission jusqu'ici. Merci pour votre amitié, le soutien que vous avez pour moi, parce que je le réalise pas. Moi, je suis dans mon studio, je suis dans ma voiture. J'ai né comme ça tout seul. Et puis, des fois, des gens me regardent bizarrement. Ils passent, ils voient le gars parler tout seul dans sa bagnole. Ils se disent, bon,
Il a dû perdre un peu la boule, hein, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Ah non, si on entend les contenus, non, on se rend compte que non. Non, oui, si on entend les contenus, non, mais il y a des fois des gens qui viennent regarder, bon voilà, ils regardent le pare-brise, ils disent, bon, ok, ils partent. Et les gars, ils partent tout seul, qu'est-ce que tu veux qu'on lui fasse? Mais voilà, je réalise que je parle pas tout seul, je réalise que je parle à beaucoup de monde, et merci pour votre amitié et la fidélité que vous avez pour le canal, et plein d'autres vidéos arrivent. Je me sens boosté, magnifique. d'ailleurs. J'avais besoin d'un boost. Je sais que la dernière vidéo date d'il y a 12 jours, j'en ai une de prête, mais j'étais un peu... Peut-être je n'avais pas trouvé la motivation de l'enregistrer, et grâce à l'énergie que vous m'avez communiquée ce soir, demain matin, je vais aller dans le studio. On est ravis. Tu vois, t'as raconté plein d'anecdotes, là, ça me sert. J'ai noté, là, de toute façon, là, tu vois, cette histoire de panne moteur, là, très intéressant, ça, je vais le ressortir à mes élèves, hein, en cas de panne moteur, la piste, ce qui veut nous sauver, c'est l'altitude qui est au-dessus, et puis la piste qui est derrière. Lui, l'avion, il va devant et en bas. Donc, absolument, absolument. C'est ça. J'ai bien aimé, donc. Bah voilà, écoute Aldo, en tout cas, au plaisir de te recevoir à nouveau dans la zone aéro, que ce soit en événement ou même, pourquoi pas, de discuter à l'occasion d'un cas de crash, de rentrer un petit peu dans les détails, ça peut être passionnant. Et puis voilà, donc on se retrouve dans un instant hors antenne. Sachez que la vidéo, les amis, il y a 15 jours, c'est-à-dire le capitaine Thierry Launay qui était avec nous, on avait fait un sujet sur le recrutement des EOPN, donc des pilotes de l'armée de l'air, des futurs pilotes, et on avait visité avec lui le centre de sélection de Tours. Cette vidéo est désormais en ligne sur YouTube, donc vous pouvez aller la voir, elle est en ligne depuis cette nuit. N'hésitez pas à nous rejoindre en masse sur les réseaux sociaux, Facebook, hein, vous savez, Instagram, TikTok, tout, puisqu'on annonce les futurs lives dessus. Le podcast qui est excellemment mis en ligne par notre ami Julot, qui va nous remettre le lien, n'hésitez pas à le rejoindre aussi, et à écouter la zone aéro en podcast évidemment. Le serveur Discord pour continuer l'échange et pour participer avec nos chroniqueurs aux émissions Push to Talk, donc la prochaine aura lieu le 19 mai prochain. Et enfin, restez avec nous le temps du raid, puisqu'on va basculer sur une autre chaîne pendant le générique, donc restez avec nous, et dès qu'on passe sur l'autre chaîne, vous envoyez comme ce qu'a fait comme ce que vient de faire Speedbird, je crois, vous envoyez plein de petits émoticônes sur la chaîne sur laquelle on arrive, comme ça montre le soutien à l'aviation et ça fait de la publicité, donc ça c'est bien. Aldo, à tout de suite, merci encore pour ta participation. Nico, merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'avoir répondu présent pour cette belle émission. Rendez-vous la semaine prochaine dans la zone. Portez-vous bien, fly safe pour ceux qui volent. Et à la prochaine. Ciao les amis. Pas peur. Bye bye. Life is